نعلن مسؤوليتنا الكاملة في الجبهة الشعبية عن هذه العملية البطولية التي نفذها أبطالنا صباح هذا اليوم في مدينة القدس. الحركة تدعو إلى استمرار عملية الثأر حماية للمسجد الأقصى. Well, what we see here is a deliberate initiative of Abu Mazen to boil the capital of Israel, Jerusalem. في الوقت الذي ندين هذا العمل أيضا ندين الاعتداءات على الحرم القدسي. הסתה שבאה לידי ביטוי במובנים דתיים שלא יכירם מקומם כאן, כי אין לנו מלחמה בין יהודים לאסלאם. Édition spéciale sur i24 News. Bienvenue à vous. La vague de terroristes se poursuit en Israël. Cette fois, c'est une synagogue qui a été prise pour cible. Une attaque à la hache, au couteau et au pistolet. Ça s'est passé ce matin aux alentours de 7 heures. Le bilan est lourd. 4 morts et 8 blessés, dont 5 dans un état critique. C'est l'une des attaques terroristes les plus graves qu'ait connue Jérusalem depuis 2002. On vous propose ce soir une édition spéciale au cœur du conflit depuis Jérusalem qui cristallise toutes les tensions depuis plusieurs semaines maintenant. On va retrouver dans quelques instants sur place Jean-Charles Banoun en compagnie, vous le voyez, de Firas Hamed et de Lucie pour l'édition anglaise. Voilà le plateau donc, du Grand Direct qui s'est déplacé ce soir. Nos envoyés spéciaux sont également mobilisés sur le terrain. Nous serons en direct de Arnof où a été perpétrée l'attaque ce matin. C'est là que l'on retrouvera Léa Berdugo et Shahar Peled pour la chaîne anglaise. Maxime Pérez, lui, nous fera le point depuis Jérusalem-Est, dont sont originaires les deux terroristes. Des émeutes ont éclaté sur place. Une opération policière se prépare. On fera donc le point sur la situation sur place tout au long de cette édition. Avec moi en plateau, plusieurs invités qui vont se succéder. J'ai le plaisir d'accueillir Jacques Néria, ancien officier de renseignement militaire. Bonsoir. Et Yitzhak Levanon, ancien ambassadeur israélien au Caire. Merci d'être avec nous. On va décrypter dans un instant la situation avec vous, mais avant ça, je voudrais que l'on rappelle les faits. Il était 7 heures du matin lorsque les deux terroristes ont pénétré dans la synagogue au moment de la prière matinale en attaquant les fidèles. Je vous le disais, à la hache, au couteau et au pistolet. Le rappel des faits avec Mathias Inbar et Elsa Mourg. Un impact de balle dans l'armoire où se trouvent les rouleaux de la Torah. L'un des stigmates qu'il reste de l'attentat qui s'est déroulé dans cette synagogue du quartier orthodoxe de Arnof à Jérusalem. Une attaque commise par 2 Palestiniens armés de couteaux, de machettes et de pistolets. Un attentat d'une rare violence, au cours de laquelle 4 fidèles juifs sont tués pendant la première prière du matin et plusieurs autres personnes blessées. Aaron Getz est l'un des premiers secouristes à arriver sur les lieux. Il parle de scènes chaotiques. Quand je suis arrivé ici, j'ai vu que du sang et des personnes par terre dans la synagogue. C'était très... Ça me rappelle encore une fois les attentats de Jérusalem. On est assez habitués malheureusement. Moi, je me suis occupé d'une personne. J'ai commencé à voir qu'est-ce qui se passe avec elle et tout ça. Et après quelques minutes, j'ai vu déjà qu'il était mort. Au même moment, la scène est filmée par le téléphone d'un des secouristes. Il est lui-même pris pour cible. 2 policiers répondent aux tirs des 2 terroristes. Plus d'une vingtaine de balles sont tirées. Un policier est grièvement blessé d'une balle dans la tête. Les 2 Palestiniens, originaires de Djabel Moukaber, un quartier palestinien de Jérusalem-Est, sont mortellement atteints. Et alors que les secouristes s'affairent pour effacer les traînées de sang qui jonchent le sol, les témoins de la scène commencent eux à se livrer. Pour la plupart, les mots se font durs. Au début, on a pris un petit moment pour comprendre que c'était des tirs. Tout de suite après, on s'est tous levés et on s'est évacués par la sortie de secours. On est resté là-haut, on voyait ce qui se passait d'en bas. Il y a des blessés qui sont sortis à pied. Les terroristes étaient encore dans la synagogue. Les services de sécurité n'étaient pas encore arrivés, ils ont pris au moins 10 minutes pour arriver. Et ensuite, j'ai entendu qu'il y avait un officier qui est rentré pour riposter. Et on vient d'entendre qu'il a été abattu finalement, avec une balle dans la tête.
Voilà, c'est ce qui se passe à Yerushalayim en 2014. Le niveau de sécurité a été élevé au niveau 3 à titre exceptionnel dans le pays. Dans le même temps, les autorités israéliennes vont lever certaines restrictions sur le port d'armes afin de renforcer leur autodéfense. En attendant, les habitants du quartier, eux, restent choqués et presque sans voix devant ces corps sans vie emmenés les uns après les autres dans des ambulances pour être ensuite inhumés. Voilà donc pour le rappel des faits. On suit ensemble, minute par minute, l'évolution de la situation. Cette information qui vient de nous parvenir, c'est le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui est en train de s'exprimer et il affirme Mahmoud Abbas a certes condamné cet attentat, mais ce n'est pas suffisant. Voilà donc pour les déclarations de Benjamin Netanyahou. Jacques Neria, il faut dire qu'il y a eu plusieurs attaques. Avant cela, jusque-là, on parlait d'attaques qui étaient spontanées, qui étaient le fait de loups solitaires. Et là, on a le sentiment tout de même, c'est une attaque qui est minutieusement préparée, de terroristes, une heure précise, de bien choisie. Est-ce qu'on a un tournant aujourd'hui ? Écoutez, effectivement, l'attaque d'aujourd'hui est tout simplement différente. Ce n'est pas le cas de quelqu'un qui se réveille le matin et qui se décide d'attaquer des Juifs, de prendre sa voiture et d'en faire un attentat bélier. Là, c'est une opération qui a été étudiée à l'avance, la routine a été étudiée. Un des deux Arabes palestiniens travaillait sur place, donc il connaissait plus ou moins les habitudes de l'endroit. Donc, pour l'instant, on ne sait pas encore si jamais le lien existe entre ces deux individus et le Front populaire de la libération de la Palestine qui a revendiqué l'attaque. Si oui, donc nous sommes dans une nouvelle étape. Il semblerait que ça soit encore des loups solitaires, mais des loups, je dirais, c'est un tandem. Mais à force de voir des loups solitaires, on commence à voir une horde. Donc il faut tout simplement faire attention parce que nous sommes dans une situation qui se dégrade de plus en plus et que des événements comme celui de ce matin ne font qu'encourager encore les autres extrémistes. Surtout les photos qui nous arrivent de Syrie, des décapitations faites par les combattants de l'État islamique, tout simplement, c'est tout simplement le calque. C'est exactement ça, une attache à l'âge. C'est vrai que les méthodes rappellent celles de l'organisation de l'État islamique. Tout à fait. Pendant 10 minutes, ils n'ont fait que des choses, je dirais, obscènes sur les gens, sur les fidèles qui priaient sur place. Donc, nous sommes dans une situation. On l'a déjà caractérisé sur ce plateau en pleine intifada. Nous sommes dans une intifada qui commence de plus en plus à prendre les allures d'une intifada armée. Alors on va en discuter longuement tout au long de cette édition spéciale. Bienvenue si vous nous rejoignez ce soir. On vous propose une édition au cœur du conflit en direct de Jérusalem. Le plateau du Grand Direct s'est déplacé. Vous retrouvez tout de suite Jean-Charles Banoun et ses invités sur place. On se donne rendez-vous tout à l'heure. Bonsoir, merci Daniel. Effectivement, nous sommes en direct ici donc à Jérusalem. Juste derrière moi, vous le voyez peut-être, la vieille ville de Jérusalem et puis des quartiers qui se sont enflammés sans doute depuis plusieurs semaines maintenant jusqu'à cette tragédie de ce matin. On va en parler avec nos invités. Premier plateau que nous vous proposons ici en direct donc de Jérusalem. Bonsoir Daniel Haïk. Vous êtes analyste politique sur i24 News. Évidemment, vous connaissez bien la situation ici. On va en parler avec vous dans un instant. Je salue le Rav Chaim Amselem. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien député pour le parti religieux, le parti Chasse, et vous présidez votre mouvement désormais Am Shelem. Vous nous expliquerez vous aussi dans un instant votre sentiment sur cette situation. Bonsoir à vous, Ofer Zalzberg. Vous êtes analyste principal au groupe de crise qui étudie justement la situation ici, particulièrement à Jérusalem. Alors, première analyse avec vous, Rav Amselem, sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a évidemment un état de choc, plus que de l'émotion, c'est le choc ce soir qui domine. C'est un choc pour tous les habitants de Jérusalem, c'est un choc pour les habitants de Har Nof. J'habite à 200 mètres près de cette synagogue. Ça nous rappelle des moments très durs dans l'histoire juive, les années 1929, où on rentre dans une synagogue et on fait un massacre. Avec des haches, avec des balles de pistolet. Ça fait pas peur, mais ça remet en question vraiment, et ça sonne une cloche pour nous faire savoir vraiment avec qui on a affaire. Aujourd'hui, certains rabbins ont dit oui, il faudrait peut-être mettre des gardes à l'entrée des synagogues. Je suis contre ça, c'est impossible, c'est une chose inacceptable. Que dans les synagogues, maintenant à Jérusalem, on va mettre des gardes. On n'est pas à Paris, ou on n'est pas en Belgique, ou dans des quartiers dangereux. On est à Jérusalem, dans notre capitale, dans notre ville. Et la population israélienne doit avoir cette impression d'être en sécurité et vraiment protégée.
Enfer-Salzberg, vous qui étudiez justement ces tensions croissantes, est-ce qu'on pouvait imaginer une chose pareille? Est-ce qu'on pouvait imaginer un tel drame après tout ce qui s'est passé ces derniers mois? Et oui, et malheureusement, j'ai l'impression aussi qu'on va voir une escalade qui continue et qui est en train de s'augmenter. Et comme a dit le chef de Shin Bet, et le monde du temple, l'esplanade de la mosquée, c'est ça qui est au cœur ici. Et on voit qu'en fait, dans les deux côtés, et on n'accepte plus le status quo, même pas le status quo d'avant 2000. Et la présence de l'autre sur l'esplanade est aperçue actuellement comme une grande menace, surtout du côté musulman, une présence juive religieuse là-bas. Et des points de vue juifs, on réclame plus encore qu'avant l'accès, le libre accès vers le site. Et c'est très difficile de résoudre ça. Il n'y a pas de leader responsable de côté Jérusalem-Est, il n'y a pas de leader du tout. Et on voit beaucoup de pression politique dans les deux sociétés pour améliorer la situation vers leurs intérêts. Alors on va y revenir dans un instant évidemment ce problème du monde du temps, mais Daniel Haïk avec vous sur ce qui s'est passé ce matin dans ce quartier d'Arnov qui est un quartier orthodoxe comme l'on dit et qui on va dire fait passer à une étape supérieure de ce que l'on a l'habitude de voir malheureusement dans ce genre de violence ici à Jérusalem. Mais je crois que c'est tout à fait particulier. D'abord parce que personne ne pouvait imaginer, et personne dans la population ni d'Arnov ni même de Jérusalem ne pouvait imaginer qu'un attentat de ce type pouvait se dérouler à l'intérieur d'une synagogue, dans la maison de Dieu. Et le fait que cela ait été possible, d'abord, cela pose une question au niveau sécuritaire. Est-ce qu'il n'y avait peut-être quelques carences concernant la sécurité? Certains l'ont affirmé, que peut-être que la sécurité était maximale dans les quartiers est de Jérusalem, qui ont été le théâtre de violents affrontements avec les forces entre les Palestiniens et les forces de sécurité. Et peut-être qu'il y avait peut-être moins de sécurité dans les quartiers ouest de la capitale, comme le quartier d'Arnov. Mais je pense qu'il y a aussi, au-delà de ce sentiment d'état de choc de la population, je voulais souligner le fait, la réaction de dignité de cette population orthodoxe. Beaucoup de douleur dans sa réaction et beaucoup de dignité. J'ai écouté au cours des dernières heures les radios orthodoxes. Il y a des radios orthodoxes qui émettent ici en Israël et à Jérusalem en particulier. Les gens ont été appelés d'abord à lire des psaumes, à lire des prières et aussi à essayer d'être meilleurs. Des gens qui ont appelé pour tout simplement dire qu'ils allaient essayer d'être meilleurs, pour essayer de repousser enfin le mal. Et quelque part, je pense que lorsque on sait que ce matin, dans cette synagogue, il y a des terroristes palestiniens qui sont rentrés en criant Allah Akbar, Allah est grand, et que aujourd'hui la réponse du monde orthodoxe à cette attaque, à ce massacre, parce qu'on peut parler de massacre dans la synagogue, eh bien c'est une réponse de dignité, une réponse de prière, une réponse qui n'est pas une réponse de colère et d'appel à l'émeute ou au soulèvement, mais une réponse, on va dire, de dignité, une réponse de spiritualité aussi. Rav Amselem, on a vu donc l'un de ces assaillants, l'un de ces terroristes a travaillé dans ce quartier juste à côté de cette synagogue dans une épicerie. Ça veut dire qu'il y a une coexistence ici habituellement qui se passe bien entre les religions et qui là tout d'un coup tourne à l'horreur. Cette coexistence, c'est tous les jours. Dans l'épicerie à 10 mètres d'où j'habite, il y a bien sûr des Arabes, des Palestiniens, ou je ne sais pas comment exactement les décrire, qui travaillent avec nous, mais malheureusement, c'est pas les raisons ou les excuses qu'il manque pour ceux qui sont alimentés par la haine du juif de trouver le moment ou l'occasion de faire un massacre comme on a vu. Il suffit que ce qui s'est passé hier, bien sûr, je pense que vous le savez tous, qu'il y a eu un chauffeur d'autobus palestinien qui s'est suicidé. C'est important qui s'est suicidé, qui a été reconfirmé plusieurs fois encore. Tout à fait, tout est confirmé, qui s'est suicidé. Mais toute la journée hier, dans tous les médias arabes, dans le Facebook et dans tous les moyens, c'était qu'il a été tué, il a été massacré, il faut venger. La différence est que verser le sang dans la religion juive est une chose très très grave. La vengeance n'existe pas de cette façon. On prie Dieu pour la paix. Les gens qui étaient dans cette synagogue ce matin étaient pour prier. Pour prier quoi? Demandons la paix.
Tout le monde veut cette paix. Mais il y a d'autres qui pensent que vénérer leur religion, c'est en versant le sang. Et ça, c'est un problème. Parce que jusqu'à présent, si on pensait tout le temps que le conflit est un conflit sur les territoires, c'est un conflit sur Israël, sur la terre, doucement, on glisse dans un conflit de religion. Et ça devient très inquiétant. Vous êtes d'accord, Ofer Zalzberg? Aujourd'hui, on évoque ce conflit religieux clairement entre le judaïsme et l'islam à travers ce qui s'est passé là? Je suis d'accord que la vengeance, c'est le thème principal actuellement. Et il paraît que c'est cette synagogue où prie, il paraît, le père de la personne qui est accusé d'avoir tué Mohamed Abou Khder, qui est le Palestinien qui avait été tué au mois de juillet. Et donc, est-ce que c'était un acte de vengeance? Et je vais ajouter à ce qu'a dit Daniel qu'en fait, le rabbin de la communauté a dit il ne faut pas faire la vengeance. Il n'y a que prier à Dieu. Et c'est lui qui s'occupera de ça, disons. Et que donc, il y a une réponse très responsable du rabbin de la communauté. Mais il faut voir que c'est plus large que ça. Et oui, c'est vrai qu'il y a la vengeance actuelle. Est-ce que c'est à propos de ce monsieur qui s'est suicidé ou pas? Mais c'est plus grand. C'est pas par hasard que tout ça arrive maintenant. Il y a beaucoup d'incidents. C'est pas un acte. Est-ce que tout ça est lié finalement à ce qui est juste pas loin de nous, c'est-à-dire cette esplanade du temple qui suscite cette mosquée, qui suscite tant de passion? Est-ce que vous pensez que c'est ça vraiment le point de départ? À mon avis, oui, mais très, très brièvement. Et c'est plus grand aussi. C'est après qu'on avait une opération, une guerre à Gaza Shaka et la façon dont il appelle ça. Il y avait le ramadan qui était très difficile au niveau de l'accès à la mosquée. Et en même temps aussi, il y avait beaucoup de limitations pour les Juifs qui voulaient monter. Après les fêtes juives, Rosh Hashanah, Sukkot, aussi, c'était très difficile pour les Juifs d'accéder. La plupart de Sukkot, c'était fermé pour les Juifs. Et donc, on avait une période avec une escalade très forte qui a renforcé les tensions sur l'esplanade et nous faire, en fait, tous, maintenant, on réalise que les deux sociétés ont changé. Des côtés israéliens, on voit le sionisme religieux qui a d'autres positions aujourd'hui qu'il y a 30-40 ans. Et on voit des côtés musulmans une tolérance beaucoup plus limitée à la présence juive religieuse sur l'esplanade. Ouais. Vous êtes d'accord, Rav Amsalem? Oui, mais j'ajouterai encore plus. Il y a peut-être le moment est venu où les politiciens n'arrivent pas à aboutir à un dialogue. C'est peut-être le moment où les gens de la religion, les rabbins de tous les côtés, je suis demain invité à un genre de colloque pour essayer de parler, discuter. Peut-être les gens de la religion, c'est peut-être le moment où ils doivent intervenir et essayer de trouver au moins un dialogue. Commencer avec un dialogue. Alors justement, à ce propos, est-ce qu'il existe ici ce dialogue religieux? Alors justement, il existe à différents niveaux. Mais on peut déplorer, par exemple, que des leaders spirituels des cadis, des imams, n'aient pas réagi, n'aient pas condamné fermement à tous les niveaux de la hiérarchie musulmane, n'aient pas condamné l'attentat qui s'est produit ce matin. Vous savez, on a souvent l'habitude de comparer attentat avec attentat. On compare certains attentats terroristes avec les attentats, avec ce qui est commis par les militants du prix à payer d'extrême droite. Par exemple, les profanations de mosquées dans certaines régions de Judée-Samarie, de Cisjordanie. À chaque fois qu'il y a eu une profanation de mosquées, eh bien, les grands rabbins d'Israël se sont rendus sur place. Ils ont condamné ouvertement, officiellement, chacune de ces attaques. Or, il n'y a pas la même réaction, la même réactivité de la part des leaders musulmans. Et cela aussi contribue à une forme de déception de la part de la population, de prise de conscience qu'il y a véritablement peut-être quelque part, effectivement, un conflit qui dépasse l'ordre du conflit territorial, mais qui est un conflit d'ordre religieux. Il y a quand même le conseil, conseil des religions de la Terre Sainte, où il y a donc le grand rabbin d'Israël, le rabbinat, et aussi tout le cours sharaï de l'autorité palestinienne, et ils condamnent ensemble chaque fois qu'il y a un acte comme ça, et de tag mechir, de prix à payer, et dans les deux côtés. Mais c'est vrai que si on sort de la religion, l'établissement de l'autorité palestinienne, là, on ne voit pas beaucoup de cas d'imams qui font ça. Je ne pense pas que la question est de condamner ou ne pas condamner. La question, est-ce qu'on peut, entre les gens de la religion, de trouver un point d'entente ou essayer au moins de créer certaines idées qui peuvent être un avenir, un futur qui peut nous permettre finalement, dans cette ville sainte à toutes les religions, de vivre en paix, où on donne en ce moment de la force et on alimente
les extrémismes et les extrémités de tous les côtés. Alors c'est vrai que si on voit ce soir, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a ordonné la destruction immédiate des maisons des 2 terroristes. Il y a effectivement toujours un sentiment à la fois qui est partagé entre celui de la vengeance et puis aussi de rechercher un espoir. Mais alors, d'abord, concernant la réaction de Benjamin Netanyahou, il faut préciser que déjà lors des précédents attentats, le gouvernement, le Premier ministre avait aussi déjà donné l'ordre de détruire les maisons des terroristes, mais cet ordre n'avait pas été mis en application. Et quelque part, aujourd'hui, on dit que certains affirment que cette absence de réaction ferme a peut-être suscité de la part des terroristes palestiniens la volonté de continuer à aller frapper la population civile israélienne, et qu'il aurait peut-être fallu faire montre d'un peu plus de fermeté, essayer de montrer une force de dissuasion plus solide, et peut-être que l'on n'aurait pas abouti à ce genre d'attentat comme aujourd'hui. Ce n'est pas de la vengeance, ça n'a rien à voir avec la vengeance. Il faut que la sécurité retourne dans la ville. Et si on arrive à obtenir cette sécurité avec cette façon de travailler, de détruire les maisons d'où il y a un terroriste qui est sorti, je pense que c'est une chose qu'il faut faire. Merci. Un dernier mot avec vous, Ferzelsberg. Dernier mot, il faut juste savoir que des points de vue musulmans, tant qu'Israël détruit que des maisons de terroristes palestiniens, mais pas des juifs qui perpètrent des actes, c'est aperçu comme une politique biaisée et injuste. Et donc ça alimente aussi la haine. Il faut voir comment on fait ça. Merci Ofer Zalzberg, merci à vous Rav Chaim Amselem, merci Daniel Haïk. On se retrouvera tout à l'heure, toujours ici en direct de Jérusalem avec d'autres invités pour évoquer donc les suites de cet attentat tragique de ce matin. Daniel Goldming, c'est à vous, vous êtes à Yafo. Voilà, toujours à Yafo en compagnie d'Yitzhak Levanon, ancien ambassadeur israélien au Caire, et de Jacques Neria, ancien officier des renseignements militaires israéliens. On est donc toujours en édition spéciale. Alors nous parlons des centaines de militants de droite manifestent à l'entrée de Jérusalem. 2 personnes ont été arrêtées. Yitzhak Levanon, je voudrais vous faire réagir à ce que l'on entendait à l'instant sur la réaction des autorités israéliennes. Est-ce qu'elle est bonne aujourd'hui? Est-ce qu'elle est juste? Les autorités israéliennes? Regardez, je crois que nous sommes en pleine vague de terreur. Et ce terrorisme, je crois qu'il est temps, face à ce terrorisme, de retirer les gants. Je parle du gouvernement israélien. Et on ne peut pas tolérer une situation pareille dans la capitale de Jérusalem, d'Israël, et qu'il y ait des actes intolérables de cette façon-là, horribles, atroces. Donc il faut tout simplement retirer les gants et prendre toutes les initiatives dans le cadre de la loi pour mettre fin à cette vague de terrorisme. Démolition des maisons des terroristes, est-ce que c'est une réponse qui est appropriée? Regardez, je laisse ça aux gens qui sont professionnels dans ce sens-là, mais qui peuvent aboutir à l'objectif. Et l'objectif, c'est de faire retourner le calme dans la cité et que tout le monde puisse vaquer à ses affaires et prier à son Dieu. Mais je crois qu'il faut faire 2 choses parallèles. D'une façon, comme je dis, retirer les gants et faire les choses nécessaires. Mais de l'autre côté, il faut aussi jouer le rôle pour calmer le jeu. Et ce que je dis dans ce sens-là, c'est que de part et d'autre, et j'insiste, de part et d'autre, ce n'est pas seulement de la part des Israéliens, mais de la part des Palestiniens aussi, y compris le chef de l'autorité palestinienne, y compris les dirigeants religieux palestiniens et musulmans, que ce soit à l'intérieur d'Israël ou que ce soit dans les territoires, qui se tiennent debout et de façon très claire disent que bon voilà, il faut calmer le jeu, c'est pas le moment de faire une escalade pour qu'on puisse arriver à une situation qui serait irréversible, et je crois qu'il est temps de le faire de façon très claire. Je crois que ce soir le Premier ministre Benjamin Netanyahou l'a dit, il a dit aussi qu'il est interdit de prendre la loi entre ses mains et qu'il laisse ça au gouvernement israélien, mais il faut aussi qu'on entende l'autre partie, ce qu'on n'est pas en train de le voir. Alors être ferme tout en calmant le jeu, c'est un équilibre qui est difficile à trouver, Jacques Neria? Écoutez, il faut tout simplement s'adresser aux juristes et de demander qu'ils changent un tout petit peu. Je dirais, la démocratie israélienne pendant ces 30 dernières années s'est fait enchaîner. C'est fait enchaîner par les juristes et de telle façon qu'aujourd'hui on arrive à une situation où pour détruire une maison, il faut passer par la haute cour de justice. Et donc ce que fait Netanyahou, tout simplement, il est en train de dépasser la haute cour de justice pour essayer de faire quelque chose sur le terrain. Il est certain donc, que... selon vous, c'est une mesure qui est souhaitable, qui est dissuasive? Les mesures sur le terrain sont dissuasives. Il faut naturellement prendre les parents des enfants qui jettent des pierres et les condamner, arrêter ces parents
parents-là, leur faire payer des amendes, les poches, vider leurs poches, ça va les calmer. Autrement, ça ne va pas se calmer. Donc il faut être ferme sur le terrain et naturellement, il faut aussi engager une discussion politique et ne pas tout le temps, à coup de boutoir, dire que Abou Mazen ne vaut rien, ce n'est pas un partenaire, etc., comme le font certains ministres. Et la preuve, c'est que le directeur des services de sécurité intérieure dit très clairement, très ouvertement qu'Abou Mazen n'est pas pour le terrorisme. Il est contre le terrorisme, et pour une discussion politique, naturellement, il est critique des actions israéliennes, il est critique des provocations israéliennes de certains extrémistes, mais je dirais à la base, je le connais très bien, je le connais personnellement, c'est quelqu'un avec qui on peut arriver à une solution. Est-ce que je peux réagir? Allez-y. Regardez, moi j'ai entendu Abou Mazen. C'est vrai qu'il l'a condamné. Il a condamné l'attaque, il a dit l'attaque de la synagogue ce matin. Mais immédiatement, il a dit aussi, moi je condamne aussi Israël qui font ce qu'ils font à la mosquée de l'Aqsa. Regardez, du point de vue de la rhétorique, si on met les deux choses sur le même niveau, le simple Palestinien qui est dans la rue comprend très bien ce qu'Abou Mazen veut dire. Il condamne ces attaques, mais il condamne aussi ce qu'Israël est en train de faire. Il y a eu cette lettre également maladroite adressée à l'auteur de la tentative d'assassinat contre Yehuda Glick. Il y a eu plusieurs... Il y a tout à fait, c'est une langue de bois qui est engagée par les Palestiniens et une langue de bois qui est engagée aussi par les Israéliens. Il ne faut pas se tromper. Les deux côtés sont en train de jouer sur les émotions de leur audience. Mais qui a un intérêt aujourd'hui en embrasement, que ce soit tant côté israélien, tant palestinien? Ce n'est ni Mahmoud Abbas, ni Benjamin Netanyahu. Pourquoi on en est là aujourd'hui? On est tout le temps en train d'aller vers ce qui nous entraîne à l'extrême, des deux côtés. Donc nous avons vu des provocations d'un côté, nous avons des provocations de l'autre. Mais il faut se rappeler qu'on est tout le temps en train de se concentrer sur l'esplanade du Temple, sur la mosquée d'Al-Aqsa. On est en train de parler des provocations, mais ce n'est qu'un prétexte. Les vraies raisons, on l'a déjà vu pendant l'été, le kidnapping des trois adolescents. Qu'est-ce que ça a à faire avec Al-Aqsa? Rien du tout. Le directeur du Shabak nous annonce que depuis le début de l'année, ils avaient des renseignements comme quoi en été, Hamas allait ouvrir une offensive, enfin engager une offensive contre Israël pour atteindre, je dirais, nos villages frontaliers et naturellement de créer une situation impossible sur le terrain. Donc, qu'est-ce que ça a à voir avec l'esplanade? L'esplanade, c'est tout simplement un processus qui est engagé et qui continue tout le temps à se dégrader. Alors vous nous direz dans un instant si vous pensez que ce conflit prend une tournure religieuse, mais avant cela, je voudrais qu'on prenne tout de suite la direction de Arnof, à l'entrée de Jérusalem où l'attentat a été perpétré ce matin. C'est là que se trouve notre envoyée spéciale Léa Berdugo. Léa, bonsoir. Où en est l'enquête ce soir ? Oui, bonsoir Daniel. Alors, c'est l'une des attaques les plus meurtrières qui soit arrivée à Jérusalem depuis des années. Alors, selon la porte-parole de la police qui s'est exprimée un peu plus tôt, 2 assaillants seraient entrés dans la synagogue située derrière moi, munis d'une hache, d'un couteau et d'un pistolet. Ce sont les premiers éléments de l'enquête et auraient donc perpétré des attaques contre les fidèles de cette synagogue située à l'intérieur du lieu de culte à ce moment-là. Alors, on a pu discuter avec de nombreux témoins de la scène, mais également qui se situaient à l'extérieur de la synagogue à ce moment-là. Et ils nous ont dit que la police attendait, donc la police qui est arrivée quelques minutes après le début de l'attaque, la police attendait à l'extérieur du lieu de culte que les assaillants sortent et les ont abattus. À ce moment-là, alors des scènes de panique sont arrivées au sein de ce quartier. Donc, et apparemment, la police était en état d'alerte également. Elle aurait été dans toutes les synagogues du quartier à la recherche d'un éventuel 3e assaillant. Donc cette enquête qui se poursuit actuellement au sein de ce quartier de Arnof, un quartier religieux qui compte environ 20 000 habitants à l'entrée de Jérusalem, vous l'avez dit. Alors quelle est l'atmosphère qui règne sur place, Léa? Est-ce qu'on peut parler de psychose au sein de la population? Non, il n'y a pas de psychose, il y a une forte inquiétude, c'est vrai, la population craint de nouvelles attaques. Alors on a vu un peu plus tôt plusieurs orthodoxes qui se sont rassemblés devant cette synagogue et ils demandent plus de sécurité au sein du gouvernement. Alors ici, les habitants de Arnof ne sortent pas trop de chez eux tout de même. Ils craignent une escalade des violences. Les enfants qui habituellement sont dans les rues tranquillement restent à la maison. Les parents ont peur de nouvelles attaques
de la part donc d'habitants de Jérusalem-Est comme il est arrivé aujourd'hui. Et cette inquiétude, cette crainte, eh bien, il est intéressant de voir qu'elle s'étend à d'autres quartiers de Jérusalem, notamment religieux. Nous avons pu parler à certains résidents du quartier de Beit Vagan notamment, un quartier similaire à celui de Har Nof. Eh bien, les rues également sont vides. Une habitante du quartier me disait que la bibliothèque avait même été fermée car il n'y avait pas assez de sécurité. Donc ils craignent de nouveaux incidents, mais d'autres résidents de Jérusalem eh bien, nous ont dit qu'ils étaient habitués malheureusement à ce genre d'attaque et qu'il n'était pas question pour eux d'arrêter de vivre. Voilà, c'est vrai que cette attaque réveille les heures sombres de l'histoire de Jérusalem. Merci beaucoup Léa Berdugo en direct du quartier de Har Nof. On vous retrouvera bien sûr tout au long de cette édition pour faire le point sur la situation. Je voudrais à présent, messieurs, que l'on s'attarde sur le profil de ces deux terroristes. Ils sont originaires du quartier de Jabal Moukaber à Jérusalem-Est. Les deux terroristes ont été abattus par les policiers qui sont rapidement intervenus sur place. L'un d'entre eux, on l'a dit, travaillait dans l'épicerie en face de la synagogue. Voici leur profil en images. Il est signé Maxime Pérez et Maël Benoliel. Jabal Moukaber, quartier de Jérusalem-Est pour les uns, village pour les autres. C'est de là qu'étaient originaires Oudaï et Rassan Abou Jamal, deux cousins, les deux Palestiniens auteurs de la tuerie menée dans une synagogue du quartier orthodoxe de Har Nof. Deux terroristes honorés dans leur quartier à travers ces affiches alliant leurs martyrs. Et aussi ce campement improvisé où leurs proches reçoivent les condoléances des voisins venus en nombre. Je suis fier d'eux, leur sang n'a pas moins de valeur que ceux des Juifs. On ne s'y attendait pas, mais nous ne sommes pas surpris par ce genre d'acte qui n'arrive pas par hasard. Visiteur de marque, le grand moufti palestinien s'est déplacé en personne à Jabal Moukaber. Il incrimine Israël. Benjamin Netanyahou et son gouvernement sont responsables de cette escalade. C'est un gouvernement raciste, de colons. Ils doivent comprendre que leur politique pousse ici les gens à faire ce qu'ils font. Quelques heures après l'attentat, la police israélienne a pénétré dans le quartier pour interroger les proches des terroristes. Leur présence aux abords de la maison familiale a provoqué des heurts avec de jeunes Palestiniens. Des heurts pour l'instant sporadiques. Il y a eu une dizaine de blessés ce matin, y compris pendant la descente des forces de police. Nous restons ici en alerte, au cas où de nouveaux affrontements éclatent. À chaque nouvel attentat, les tensions ressurgissent dans le quartier est de Jérusalem. Après Silwan et Abou Tor, c'est désormais Jabal Moukaber qui pourrait s'embraser et se joindre à ce qui s'apparente de plus en plus à un soulèvement populaire palestinien. La Yitzhak Levanon, le fait que les deux terroristes soient détenteurs de la carte d'identité israélienne relance le débat sur le statut de ces Palestiniens qui vivent à Jérusalem-Est. Quel est-il, ce statut? Que l'on comprenne bien. Ce sont des Palestiniens qui vivent à Jérusalem-Est avec une carte d'identité israélienne. Ils n'ont pas le droit, ils ne sont pas des citoyens israéliens, ils ne peuvent pas disons, participer aux élections de la Knesset ou de la municipalité. Donc, uniquement de la municipalité. Ils peuvent voter pour la municipalité de Jérusalem et ils peuvent voter pour l'autorité palestinienne. Oui, mais pas pour la Knesset. Pas pour la Knesset. Pas pour la Knesset. Donc, ils sont des citoyens, je ne sais pas, résidents, mais avec une carte d'identité bleue, ce qu'on appelle la carte d'identité israélienne. Donc, ils ont obligation et droit, exactement comme n'importe quelle personne, à part le fait de ne pas pouvoir élire. Et maintenant, vous m'avez demandé auparavant la question si c'est une guerre, disons, de religion à cause de ce qu'ils ont fait. Regardez, je crois que nous ne sommes pas là pour l'instant, mais nous ne sommes pas non plus très loin de là. Et vous êtes d'accord avec Jacques Neria quand il dit que c'est un prétexte, finalement, ce motif religieux, que ce n'est pas là l'essence du conflit? Je ne sais pas si le mot prétexte, c'est le mot précis, parce que pour moi, c'est très clair que l'autorité palestinienne, que ce soit Abou Mazen, que ce soit ces jeunes, que ce soit tous ceux qui parlent dans ce sens-là sur Jérusalem, ils sont en train de faire la guerre pour Jérusalem parce qu'ils savent très bien que Jérusalem, c'est sur le tapis politique et les discussions entre nous et les Palestiniens. Donc, ils utilisent cette situation-là pour faire pousser, disons, leur position en ce qui concerne Jérusalem et pour montrer à tout le monde, y compris les Israéliens et la communauté internationale, c'est à nous. Jérusalem, c'est à nous, on peut faire ce qu'on veut, et bien si on doit mourir, on va mourir, s'il faut faire des attaques, on va faire des attaques. Donc,
c'est probable qu'il utilise ceci. Donc peut-être je n'utiliserai pas le mot prétexte, mais il utilise ceci. Un motif en tout cas. Un motif, disons, qui les pousse vers l'avant. Mais c'est clair que lorsque Abou Mazen parle qu'il faut interdire aux Israéliens par tous les moyens de monter à l'esplanade... De souiller l'esplanade, c'était les mots qu'il avait Ça, c'est la seconde employés. chose, de souiller l'esplanade, ou bien lorsqu'on attaque une synagogue, ou bien lorsqu'il y a des mosquées qui ont été aussi brûlées, etc. Tout ça a une couleur religieuse, si l'on veut ou pas. Mais il y a un contexte régional, on l'a dit, celui du terrorisme de l'État islamique. Qu'on le veuille ou pas, je regrette de le dire, nous sommes dans un conflit depuis le début de l'État d'Israël, ou même je dirais depuis le début de l'implantation, je dirais juive en Palestine, donc au début du siècle dernier, nous sommes dans une guerre continue contre l'islam. L'islam a toujours refusé la présence d'un État juif indépendant. Il ne peut pas supporter cet État juif sur place. Et comme il n'a pas supporté l'État chrétien au Liban, il a tout fait pour le détruire, il l'a détruit. Oui, mais du point de vue politique, pas du point de vue religieux. Du point de vue politique. Mais à partir de là, quelle est la différence ici entre religion et politique? Elle est très fine. Elle est très fine. Il faut aller avec de la dentelle. Je dirais très clairement aujourd'hui, surtout avec la vague qui nous vient de la Syrie et de l'Irak, que nous sommes de plus en plus dans un conflit qui va se tourner malheureusement à une confrontation religieuse entre nous juifs. Et comment on gère ça? Vous qui êtes ancien officier des renseignements militaires sur le terrain, comment on gère ça? Alors d'abord, on doit se rappeler que nous sommes les plus forts ici. Nous avons une armée qui nous défend. Je dirais, nous avons Tsahal, il ne faut pas oublier que nous sommes là. Là, on parle d'émeutes intérieures, c'est pas la même donne que quand on se bat contre le Hamas à Gaza. En principe, je dirais, on est nous-mêmes, je dirais, responsables de notre sort. Et il faut qu'on fasse de telle sorte que la dissuasion se rétablisse entre nous et nos ennemis. Et une opération rempart comme l'avait fait Ariel Sharon, c'est envisageable aujourd'hui? C'est à mon avis, oui, mais quel est l'ennemi aujourd'hui? On ne le connaît pas, puisque pour l'instant, ce sont des loups solitaires. Si c'était le Fatah ou c'était Hamas ou n'importe quoi, on s'est battu contre Hamas. Malheureusement, notre gouvernement s'est arrêté en plein travail. Au lieu de terminer la tâche, il a décidé de s'arrêter à 2 km de la tâche. D'ailleurs, je crois qu'il faut être très prudent lorsqu'on parle d'une guerre religieuse. J'écoute très bien mon cher ami et collègue. Regardez, je crois que le problème que nous on a ici en Israël entre Palestiniens et Israéliens, c'est un problème politique, c'est un conflit politique, et la solution serait une solution politique. Dès l'instant qu'on va établir l'État palestinien avec des frontières, etc., qui seraient reconnues des deux côtés, je crois qu'il n'y aura pas un problème. Mahmoud Abbas, c'est un partenaire pour vous de dialogue pour le processus de paix? Un partenaire pour quoi? Pour relancer le processus de paix. Aujourd'hui, on voit toute la classe politique israélienne discréditer Mahmoud Abbas en tant que partenaire pour la paix. À votre grande dame, comme vous nous le disiez tout à l'heure, Jacques Neria, vous pensez qu'ils avaient tort? Est-ce que vous pensez qu'ils ont raison aujourd'hui de dire que Mahmoud Abbas est responsable de cette... Chez les dirigeants, et c'est vrai, chez n'importe quel dirigeant, on les juge d'après leurs actes et leurs dires. Si je juge Mahmoud Abbas d'après ses actes et ses dires, je crois qu'il n'est pas un partenaire pour demain matin. Peut-être il le sera. Je crois qu'il n'est pas à la hauteur aujourd'hui lorsqu'on fait face au conflit, à la crise, que nous on voit, que ce soit à Jérusalem, que ce soit en Cisjordanie ou que ce soit ailleurs. Je ne crois pas que lui, il est à la hauteur de cette tâche. On l'a vu aussi à Gaza. Tout le monde le voulait qu'il vienne à Gaza. Il est où? Il est où? Qu'est-ce qu'il fait à Gaza? Il n'a même pas faire le voyage à Gaza pour il ne fait pas les salaires. Il ne fait pas de transfert d'argent. Si votre logique, vous nous dites que la solution ne peut être que politique, qu'il n'y a personne avec qui parler. Donc comment on sort de cette impasse? Regardez, Mahmoud Abbas, c'est le seul qui est sur place. On peut parler avec lui, mais il faut être conscient. Qui est cette personne? Il ne faut pas se leurrer lui-même. C'est une personne qui coopère tout de même sur le terrain. Il y a une coopération sécuritaire entre l'autorité palestinienne et Israël. Écoutez, Mahmoud Abbas, depuis qu'il est président de l'autorité palestinienne, coopère, je ne dirais pas c'est un collaborateur, loin de là, mais une coopération très étroite des services de sécurité, de renseignement palestiniens avec les services israéliens. Ça agace le Hamas, et ça continue, et il est attaqué sur ça. Je dirais, quand on parle de Abou Mazen ou M. Abbas, là, on doit regarder en premier lieu quels sont nos intérêts à nous, les Israéliens, notre intérêt à nous, et se dégager et de se séparer de cette population palestinienne. Et nous avons une adresse à qui donner cela. Jacques. Maintenant, Abbas
sans la présence des services de sécurité israéliens et sans la présence de l'armée israélienne, ne pourra rester sur place, que je dirais que quelques jours, quelques semaines, parce que le Hamas le prendra immédiatement. C'est un risque qui est en train de prendre Israël en discréditant Mahmoud Abbas. C'est ça le grand problème. Le problème, c'est qu'une fois le territoire cédé à Mahmoud Abbas, le problème, c'est de savoir qui va être sur place. Une phrase très courte. Dès l'instant que tu vas arriver à un accord avec Mahmoud Abbas, c'est clair aujourd'hui, c'est clair, que le Hamas va refuser. Donc, il n'y a pas un accord avec tout le peuple palestinien. Alors, c'est compliqué, on l'aura compris. On va tout de suite, en tout cas, prendre la direction de Jérusalem-Est. C'est là que se trouve notre envoyé spécial Maxime Perez. C'est également de là dont sont originaires les deux terroristes qui ont perpétré cette attaque ce matin dans une synagogue. Maxime, bonsoir. Que sait-on de plus ce soir sur le profil de ces terroristes ? Écoutez, jusqu'ici, relativement peu d'informations ont filtré sur le profil de ces deux Palestiniens auteurs de l'attentat de ce matin, dans la mesure où assez rapidement la police israélienne a imposé un ordre de censure sur les détails de l'enquête, sur toute information qui pourrait fuir, arriver à la presse et être amenée à être publiée. Ce qu'on peut néanmoins dire et même rappeler ce soir, qui a déjà été maintes fois dit ces dernières heures, c'est que ces deux Palestiniens originaires donc du quartier de Jabal Moukaber sont des cousins qui sont liés à un Palestinien qui a été libéré l'an passé lors de la 3e phase de l'accord Shalit, qui avait vu au total la libération de près d'1 millier de détenus palestiniens, des geôles israéliennes. Ces deux Palestiniens qui seraient aussi membres du FPLP, du Front populaire de la libération de la Palestine, selon les propres dires de cette organisation qui néanmoins n'a pas revendiqué cet attentat. Il faut dire que le FPLP est aujourd'hui tout au plus un groupuscule, qu'il ne dispose quasiment plus d'infrastructures depuis la seconde intifada. Et à ce propos, justement, on peut de nouveau souligner que cet attentat à Jérusalem, une nouvelle fois, est un acte certes prémédité, mais qui n'a a priori nécessité aucune grande préparation et aucune logistique. Alors après cette attaque, Maxime Perez, la tension est encore montée d'un cran sur le terrain. Des émeutes ont éclaté à Jabal Moukaber, dont sont originaires, on l'a dit, les deux terroristes. Oui, il y a d'abord eu des premières heures ce matin lorsque la police est venue interroger les proches de ces deux Palestiniens. La suite de la journée était plus calme. Cet après-midi notamment, et puis les heures ont repris depuis maintenant 2 heures ici, et de nouveau ce face-à-face tendu entre jeunes lanceurs de pierres palestiniens et policiers israéliens qui ripostent par tir de grenades assourdissantes et de gaz lacrymogène. Ces heures qui pourraient redoubler d'intensité dans les prochaines heures si les menaces de Benyamin Netanyahou de détruire la maison des terroristes étaient mises à exécution par la police israélienne. Il faut dire qu'au moment où je vous parle, les forces de sécurité israéliennes sont sont déployées assez massivement aux abords de ce quartier de Jabal al-Moukaber, et que des tracteurs et des bulldozers sont visibles à quelques mètres de notre position. Alors, vous l'avez dit, il y a cette décision de démolir les maisons des deux terroristes. Quelles autres mesures sécuritaires ont été annoncées aujourd'hui par les autorités israéliennes ? Oui, c'est vrai que ces mesures sécuritaires, c'est un petit peu le grand débat qui occupe le gouvernement israélien depuis ce matin, avec ces attentats en série à Jérusalem qu'il est très difficile de déjouer à l'avance, parce que, je vous le disais, ils sont spontanés, qui ne nécessitent quasiment aucune logistique. Alors, il y a des mesures. La première, vous venez de le rappeler, c'est destruction de maisons, qui ont évidemment vocation à dissuader les Palestiniens de mener d'autres attaques de ce genre. Mais il y a d'autres mesures chocs qui ont été évoquées ces dernières heures. Par exemple, la mise en place de checkpoints permanents de la police israélienne à l'entrée de chaque quartier est, chaque quartier arabe de Jérusalem, ce qui permettrait de contrôler plus facilement la situation sur le terrain, mais qui aurait comme autre inconvénient de renforcer la séparation entre les parties est et la partie ouest de la ville sainte, quand on sait que beaucoup de membres du gouvernement plaident pour Jérusalem comme capitale unifiée et indivisible d'Israël. Donc un dispositif à l'étude, et évidemment toujours
ces mesures policières extrêmement fortes avec toujours plus d'agents déployés sur le terrain et de patrouilles à la demande de la police israélienne. Il n'y a pas de solution magique, a déclaré ce matin Yohanan Danino, le chef de la police israélienne, mais néanmoins, il a rappelé l'état d'alerte renforcé va être maintenu. Et également, cette opération de la police en place maintenant depuis plusieurs semaines autour de Jérusalem, baptisée Gardien des murailles. Merci beaucoup Maxime Pérez pour ce point en direct de Jérusalem-Est où la tension est donc très vive. Ce soir, on nous signale à l'instant qu'une jeune fille a été blessée légèrement par des jets de pierre vers un autobus. Ça s'est passé à Migdal, à Emek. Bienvenue. En tout cas, si vous nous rejoignez dans cette édition spéciale, dans quelques instants, on retrouvera un Jean-Charles Banoun qui se trouve toujours en direct de Jérusalem, car le plateau du Grand Direct s'est déplacé ce soir. En attendant, ici à Yafo, j'ai le plaisir d'accueillir Nadia Ellis. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste dans l'analyse du discours, chercheuse à l'université de Tel Aviv et notre spécialiste des réseaux sociaux, Rudi Saada. Bonsoir. Alors on l'a vu, cet attentat a suscité une vive émotion en Israël et ça se retranscrit bien sûr sur les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux se sont emballés aujourd'hui. On va commencer avec une image forte qui a été tweetée quelques minutes après l'attaque, l'image de ce corps enveloppé dans un châle de prière, une image qui a été tweetée par Peter Lerner, qui n'est autre que le porte-parole de l'armée israélienne et qui parle d'une vision qui lui brise le cœur. Et un autre internaute nous dit que ces personnes ont été tuées en pleine prière pour la paix et Ethan, donc l'internaute se demande si quand ce cycle infernal de la violence se prendra fin. Sur sa page Facebook, plus politique, Benjamin Netanyahou pointe la responsabilité du Hamas et de Mahmoud Abbas. Et puis du côté du Hamas, très vite, il y a eu un tweet de félicitations, un tweet du porte-parole du Hamas, Moshe Al-Masri, qui lui a parlé d'actes héroïques dès ce matin. Alors dans la matinée, les condamnations étaient plutôt unanimes sur Internet. Puis on a vu certains comptes palestiniens, pro-palestiniens, progressivement afficher clairement leur satisfaction avec une série de caricatures au goût douteux qui sont sorties dans la matinée, qui ont circulé. On y voit donc ces caricatures. On a vu aussi cette hache qui est devenue le symbole pour la lutte pour Al-Aqsa, qu'on voit aussi en caricature. Et puis ce slogan incendiaire qui a été d'ailleurs relayé par la communication de l'armée israélienne de Tzahal et qui circule sur les réseaux sociaux palestiniens: Jérusalem a soif et ne se désaltérera que par le sang. Alors on trouvait les malheureusement traditionnelles scènes de distribution de bonbons et de gâteaux sur Facebook et sur Twitter pour célébrer l'attaque, on les voit. Et puis plus surprenant aussi sur le Twitter français, ce tweet qui a fait polémique d'un conseiller municipal de Vénissieux en France qui est affilié à une droite extrême et nationaliste. Il s'appelle Yvan Benedetti et il dit qui sème le vent récolte la tempête. Un tweet qui a provoqué un tollé. Et puis cela dit, à un niveau politique, Christian Estrosi, Nadine Morano par exemple invitent à l'occasion de ce drame, ils invitent le PS à revoir leur position sur l'invitation à reconnaître un État palestinien, une proposition qui émane donc des Verts et du PS en France. Alors vous avez parlé de ces tweets qui provoquent un tollé. Il y a un titre également qui a provoqué un tollé aujourd'hui, c'est celui de CNN qui, on vient d'apprendre, vient de présenter ses excuses après sa couverture du conflit. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Oui, alors tout est parti d'un bandeau sur la chaîne internationale CNN. C'était ce matin en direct de Jérusalem. C'est un bandeau qui a fait le tour du web israélien et au-delà. On y voit les images de l'attaque et puis on y lit ceci: 4 Israéliens et 2 Palestiniens tués à Jérusalem, sans préciser évidemment que les 2 Palestiniens tués étaient les auteurs de l'attaque. Un hashtag a même été lancé: Oh CNN could report, comment CNN vous donnerait l'info. Et en fin de journée, on trouvait des choses assez dures, un montage très dur, très ironique. On va le voir, les 2 tours en flammes du World Trade Center, avec ce commentaire, comme les internautes l'ont réinterprété: 8 Saoudiens meurent dans un accident d'avion. Donc on comprend l'ironie et la dureté et surtout la colère par rapport à cette interprétation des faits. Vous l'avez dit, il y a eu excuse. Et puis côté média, encore à signaler ce coup d'éclat du ministre de l'économie israélien Naftali Bennett qui était interrogé par nos confrères de la BBC dans l'après-midi. Il a voulu montrer la photo des corps pendant l'interview en créant un certain malaise et en créant un certain buzz. La vidéo est devenue virale dans la journée. Je vous propose de la regarder. The fact that Abu Mazen himself incites and tells the Arabs, take arms, fight the Jews. You know, this individual came this morning to pray. This individual came this morning. This individual came this morning to pray, just like many Muslims and many Jews went to pray this morning. The Muslims went home safe, but 4 Jews will never come home again.
Nadia Ali, juste un instant, je voudrais vous faire réagir à ce que l'on vient de voir, le ministre Naftali Bennett qui brandit ces images de scènes d'horreur. C'est pas vraiment dans la culture israélienne, en tout cas, de montrer ces images, notamment lors de la seconde intifada. On voyait que les photographes, par exemple, étaient interdits d'entrer pendant les attentats. Oui, normalement, les Israéliens ne font pas du tout ça, mais il faut faire attention à qui ils montrent ces images. Évidemment, c'est vers l'extérieur, c'est pas vers Israël. Pourquoi ? Ça fait partie de, disons, de la stratégie de la droite israélienne qui veut toujours montrer la vérité, ce qu'ils appellent en tout cas la vérité. Alors dans ce cas spécifique, évidemment, c'est un fait ce qui s'est passé ce matin et c'est une image horrible. Étant donné qu'en Israël, on a l'impression que les médias étrangers couvrent très mal ce qui se passe en Israël et ont la tendance à ne montrer qu'une partie assez éphémère de ce qui se passe. Mais ça vient de quoi ? D'une incompréhension de ce qui se passe dans la région ? Comment vous l'expliquez, ces erreurs, notamment de CNN qui a présenté ses excuses il y a quelques minutes ? Je ne peux pas expliquer les erreurs de CNN, étant donné que, évidemment, je ne travaille pas là-bas et je ne suis pas responsable, évidemment, de cette couverture. Mais disons que, globalement, il est vrai que quand on parle d'Israël et on parle des victimes israéliennes, on a la tendance à justifier ce qui se passe par un enchaînement d'événements, par des raisons que les terroristes auraient. On essaye de mettre ça dans un contexte, ce qu'on ne fait pas forcément quand les victimes sont de l'autre côté. Donc il y a un biais, effectivement, vis-à-vis d'Israël. Ça, on le retrouve assez facilement dans la presse internationale, pas toute, mais globalement, ça se voit. Ça se voit aussi dans la manière, dans les termes qui sont employés. Très souvent, on ne parle pas de terroristes, on parle d'activistes, oui, voilà, exactement, ou de Palestiniens tout court. On les définit pas terroristes alors qu'ils agissent évidemment en suivant un plan terroriste. Oui, notez qu'il y a eu énormément de photos sanglantes sur Internet alors qu'on n'a pas forcément l'habitude d'en voir. Alors effectivement, on ne voyait pas de corps, mais cette hache, Peter Lerner l'a bien tweeté ce matin, on voyait cette hache ensanglantée dès 9h30 du matin. Donc c'est peut-être quelque chose qui est en train de changer au-delà même de la droite israélienne. C'est-à-dire que si vous tapiez Jérusalem under attack, vous voyez beaucoup de sang en images qui sortaient des moteurs de recherche. Et ça a fait débat dans les médias israéliens parce que, on l'a dit, c'est pas traditionnel, en tout cas dans l'histoire d'Israël, par respect par rapport aux victimes. On n'a pas l'habitude, en tout cas, de montrer, il n'y a pas de surenchère dans l'exposition de ces images violentes. Oui, mais c'est pas seulement par rapport au respect des victimes. Justement, le mot que vous avez employé, surenchère, est peut-être la clé. Dans le passé et jusqu'à aujourd'hui, on a toujours essayé de calmer le jeu. On a toujours essayé de montrer le moins d'images violentes possible pour que les gens n'aient pas à faire face à cette situation, plus que ça n'arrive déjà. Évidemment, la situation est déjà très difficile. En ce moment, et c'est là où je fais la différence entre la droite et la gauche, tout à l'heure peut-être on va parler de comment les hommes politiques de la droite et de la gauche israélienne ont réagi par rapport à ce matin. Il y a une partie des hommes politiques et des femmes politiques qui essayent de montrer le sang et d'enflammer en fait les esprits. Alors on va en reparler dans quelques instants. Une dernière chose avec vous, Rudy Saada, est-ce qu'on aurait pu sentir, vous qui avez suivi l'évolution sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on aurait pu sentir ce qui allait se passer aujourd'hui ? Ça ne date pas de ces derniers jours, en tout cas. Depuis le début de cette phase de tension au bout du temple et sur les planètes des mosquées, il y a presque un mois, plusieurs campagnes successives ont été lancées, comme la campagne End of Al-Aqsa. C'était il y a à peu près un mois. On pouvait traduire par Touche pas à Al-Aqsa. C'était une campagne qui avait fait le tour du monde et avait été relayé jusqu'en Iran, jusqu'au compte officiel, en tout cas qui est attribué au guide suprême iranien Khamenei, qui avait, avec ce hashtag, appelé à l'armement de la Cisjordanie pour, je cite, résister à la barbarie israélienne. Et puis, il y a eu la phase de l'attentat à la voiture bélier sur le tramway de Jérusalem. Et là, le Hamas avait lancé, vous allez le voir, ce genre d'image sur les réseaux sociaux où on voit on voyait une crosse de mitraillette. Alors là, on voit le tweet de Khamenei, et puis on va voir cette crosse de mitraillette qui a remplacé l'accélérateur d'une voiture en disant voilà votre nouvelle arme. Et puis cette incitation à la haine qui a continué sur les médias du Hamas, qui a pris ensuite la forme donc d'un couteau qui était le prolongement de la mitraillette. Et puis enfin, sachez que ces derniers jours, une page qui s'appelle clairement Recrutement pour Al-Aqsa a été mise en ligne et qui offre $2500 à toute personne qui viendrait rejoindre cette page. Donc l'objectif est clairement affiché, et les gens qui ont créé cette page, ils ont été contactés par le site Vocative. Ils leur ont répondu, ils ont dit voilà, tout simplement, le but de cette campagne sainte est de préparer des attaques suicides et djihadistes contre les juifs. Le message était donc très clair. Merci beaucoup Rudy Saada. Nadia Lys, vous restez avec nous. On va continuer à passer en revue les réactions, celles de la classe politique israélienne notamment, qui est sous le choc, tandis que la communauté internationale condamne. Julia Ganancia nous en dit plus.
L'attentat de ce matin intervient dans un contexte sécuritaire tendu. Depuis plusieurs semaines, Israël est frappé par une série d'attaques sanglantes, mais cette fois, la classe politique israélienne est sous le choc. Toutes les mesures nécessaires seront prises par l'armée israélienne et les forces de police pour stopper immédiatement cette vague d'attentats. Nous agirons en conséquence contre les terroristes, leurs sponsors, leurs familles. Nous ferons tout ce qu'il faut pour stopper cette vague de terreur. L'État d'Israël ne pourra pas supporter un tel comportement sur le long terme. Nos ennemis doivent savoir que nous réagirons de manière extrêmement dure. Face à cette détermination, le ministre israélien de la Sécurité intérieure, Yitzhak Aharonovitch, a décidé de faciliter la possibilité pour les militaires et les gardiens d'école ou de jardins d'enfants de conserver leurs armes en dehors de leur service. La sécurité va aussi être renforcée devant les synagogues. Au sein du gouvernement israélien, on s'accorde à dire que Mahmoud Abbas est responsable de l'attaque de ce matin. Une affirmation contredite par Yoram Cohen, le chef des services de sécurité intérieure israélien. Au cours d'une session de la Knesset ce matin, il a affirmé que le leader palestinien n'incite pas à la terreur, même pas en privé. Mahmoud Abbas, qui doit prochainement demander au Conseil de sécurité de l'ONU un calendrier pour la fin de l'occupation des territoires palestiniens, a condamné l'attaque, mais a répété que l'occupation était la cause des tensions. Nous condamnons fermement cet incident et n'acceptons en aucun cas des attaques contre des civils. Dans le même temps, nous condamnons toutes les attaques contre les lieux saints, y compris contre la mosquée d'El-Aqsa. De leur côté, les deux principaux mouvements islamistes palestiniens, le Hamas et le Djihad islamique, ont salué l'attaque et ont appelé à poursuivre les opérations. Le Hamas bénit l'opération héroïque à Jérusalem et la considère comme une réaction naturelle à l'exécution du martyr Youssouf al-Ramouni et les crimes poursuivis par l'occupation israélienne contre la mosquée Al-Aqsa. Le Hamas appelle à la poursuite des opérations de vengeance et souligne que l'occupation israélienne est responsable de la tension à Jérusalem à cause de la criminalité continue des colons là-bas. Sur la scène internationale, les condamnations de l'attentat sont unanimes. Washington a dénoncé un acte d'une brutalité insensée. Paris, un odieux attentat. François Hollande, Philippe Haymond, John Kerry, tous appellent les dirigeants palestiniens à s'abstenir de toute forme d'incitation à la violence. Le Bureau des droits de l'homme aux Nations Unies appelle quant à lui Israël à la retenue après cet attentat. Nous condamnons tous les actes de violence qui entraînent des morts et des blessés. Israël a le devoir de veiller à l'ordre public, y compris en traduisant en justice les responsables de ces attaques contre des civils. Mais aucune réponse ne doit être en contradiction avec le droit international. Nous exhortons les autorités israéliennes à s'abstenir de prendre des mesures telles que les démolitions punitives qui violent le droit international et qui peuvent en outre aggraver la situation. La mort de 4 juifs dans une synagogue vient jeter de l'huile sur le feu aux tensions déjà vives dans la ville sainte. Un climat délétère qui laisse craindre une 3e intifada. On en parlera dans quelques instants avec nos invités Nadia Ellis et Maurice Ferguin. Bonsoir, rédacteur en chef i24 News. Nous sommes donc en édition spéciale car la vague de terrorisme se poursuit en Israël. Cette fois, c'est donc une synagogue qui a été prise pour cible. Une attaque à la hache, au couteau, au pistolet. Le bilan est lourd, 4 morts et 8 blessés, dont 5 dans un état grave. C'est l'une des attaques terroristes les plus graves qu'ait connue Jérusalem depuis 2002. Alors, quelle doit être la réaction des autorités israéliennes? Sommes-nous entrés dans un conflit religieux? On débat de tout cela lors de cette édition spéciale. On retrouvera également dans quelques instants notre Jean-Charles Banoun qui se trouve en direct de Jérusalem car nous sommes au cœur du terrain. Ce soir, ne bougez pas, on se retrouve dans une poignée de secondes. نعلن مسؤوليتنا الكاملة في الجبهة الشعبية عن هذه العملية البطولية التي نفذها أبطالنا صباح هذا اليوم في مدينة القدس. الحركة تدعو إلى استمرار عملية الثأر حماية للمسجد الأقصى. Well, what we see here is a deliberate initiative of Abu Mazen to boil the capital of Israel, Jerusalem. في الوقت الذي ندين هذا العمل أيضا ندين الاعتداءات على الحرم القدسي. הסתה שבאה לידי ביטוי במובנים דתיים שלא יכירי מקומם כאן,
כי אין לנו מלחמה בין יהודים לאסלאם. Édition spéciale sur i24 News après cette attaque contre une synagogue ce matin, une attaque meurtrière. Je vous rappelle le bilan, 4 morts et plusieurs blessés, en tout cas 5 qui sont dans un état critique et la tension est très vive. Ce soir, je vais vous livrer ces informations de dernière minute. Tout d'abord, ces 2 voitures qui viennent d'être brûlées dans le quartier de Baka, où il y a une forte d'ailleurs communauté française à Jérusalem. Il n'y a pas de blessés. On signale également qu'un homme à bord de son vélo, un juif à bord de son vélo, a été également blessé par des jets de pierre dans la vieille ville de Jérusalem. Son état est légèrement blessé. Avec moi en plateau pour décrypter la situation, Nadia Ellis et Maurice Ifergan. On vous retrouve. Nadia Ellis, tout d'abord par rapport au discours, car vous êtes une spécialiste du discours. Mahmoud Abbas qui est accusé aujourd'hui de double langage. Est-ce que c'est une accusation qui est justifiée selon vous ? Écoutez, il faut tout d'abord se rappeler que nous sommes dans une période très délicate du point de vue politique en Israël. Bientôt, il y aura des élections à l'intérieur du parti du Likoud. La droite israélienne prévoit un jour oui, un jour non des nouvelles élections. En tout cas, disons que les réactions politiques des hommes israéliens, des hommes politiques israéliens, notamment de la droite, ne sont pas forcément liées tout le temps à ce qui se passe, mais aussi à ce qu'ils pensent que leur électorat a envie d'entendre. Alors en ce moment, les réactions qu'on voit sur le spectre politique israélien entre la droite, le centre et la gauche sont très différentes. La droite a tout intérêt à accuser Mahmoud Abbas de tout causer, d'être la cause ultime de tout ce qui se passe en Israël en ce moment. C'est une simplification évidemment assez inacceptable. Il est évident que Mahmoud Abbas lui-même n'est pas le responsable de tout ce qui se passe, notamment quand c'est des attaques qui sont faites par des individus parfois qui décident par eux-mêmes de faire des attaques. Et d'autre part, la droite, en ce moment, n'essaye pas, comme je disais tout à l'heure, de calmer les esprits en Israël. Ce qui est, au contraire, ce que la gauche fait. La gauche qui n'est pas au pouvoir, qui est dans l'opposition, qui ne prévoit pas de gagner les élections très rapidement, essaye au contraire de dire c'est très grave ce qui s'est passé. Évidemment, il s'agit d'un acte affreux, ce qui s'est passé ce matin, mais calmez-vous, il ne faut pas céder à la violence, à l'incitation, à la haine. Au contraire, il faut calmer les esprits parce que sinon, évidemment, ça va faire un effet avalanche et on ne saura pas s'arrêter. Et dans le centre, où nous trouvons Lapid et Tzipi Livni, tous les deux ont le même discours. Je parle d'ailleurs de ce qu'ils publient sur Facebook, qui est très, très intéressant. C'est le moyen de communication le plus immédiat que tous ces hommes et femmes politiques ont. Donc le centre qui dit, qui condamne l'attaque et qui invite le gouvernement à agir de manière très forte et face aux terroristes. Bon, pour une fois, donc le centre ne s'adresse pas à Abbas, ne donne pas de responsabilité et parle bien des terroristes et non pas des leaders palestiniens. Mais en même temps, ils n'ont pas un discours qui essaye de calmer la population israélienne. Évidemment, là, la population israélienne est très fâchée et l'horreur est partout, surtout sur les réseaux sociaux. Ça recommence, les appels à la vengeance, les appels à enlever la nationalité aux Arabes israéliens, bien qu'il s'agisse de Palestiniens. Donc, il y a tout un amalgame où il y a un côté, et notamment la droite, donc Naftali Bennett, Lieberman, Netanyahou, qui essaye de mettre toute la responsabilité de l'autre côté et comme ça de sortir toute responsabilité de ce qui se passe en général entre Israël et Palestiniens. Et puis la gauche qui, au contraire, essaye de calmer un peu les esprits. Vous partagez cette analyse, Maurice Fergan ? Écoutez, je ne sais pas concernant l'incitation, je crois qu'il faut s'en remettre au chef du Shabak, Yoram Cohen, qui a eu une position assez courageuse aujourd'hui et qui a affirmé que Mahmoud Abbas ne se livrait pas à de l'incitation et il a tout de suite été critiqué en disant il a pris le contre-pied du Premier ministre, comment est-ce possible ? Alors on ne peut pas le taxer de calcul politique, je veux dire c'est vraiment un fonctionnaire militaire chargé de la situation dans les territoires. Maintenant, il faut faire attention à ce qu'il a dit, il a quand même précisé si Mahmoud Abbas ne se livre pas à de l'incitation directe, ce n'est pas lui qui envoie les terroristes dans des actions précises, ses propos peuvent être compris par certains comme un feu vert pour. Donc, il faut empêcher les Juifs de souiller le mont du Temple. Là encore, cette déclaration, elle peut être interprétée comme une incitation à la haine.
ça peut être interprété comme ça. Il faut comprendre Mahmoud Abbas, qui a lui un calcul politique. Je veux dire, il se trouve entre le marteau et l'enclume. Oui. Il est dans une position délicate. Il est obligé d'avoir un discours assez offensif vis-à-vis du Hamas, donc empiéter sur la rhétorique du Hamas, mais aussi finalement maintenir une position internationale diplomatique acceptable par la communauté internationale. Et donc il y a effectivement un langage ambigu. C'est vrai que les propos de Mahmoud Abbas aux Nations Unies sur Israël qui se livre à une purification ethnique dans les territoires, sur Israël qui commet un génocide dans la bande de Gaza, tout ça n'incite pas du tout à prendre Mahmoud Abbas pour un sioniste ou un amoureux de Sion. Mais c'est adressé, vous disiez, à son opinion publique à la rue palestinienne. Je crois qu'il cherche surtout à se maintenir en place, à essayer de trouver un consensus. Alors, on va tout de suite retrouver Jean-Charles Banoun qui se trouve donc en direct du terrain ce soir à Jérusalem, qui cristallise toutes les tensions. Jean-Charles, c'est à vous. Merci Daniel, effectivement retour ici à Jérusalem où nous sommes en direct ce soir pour évidemment apporter un éclairage sur cette ville qui est sous le choc encore évidemment de cet attentat terrible de ce matin et qui essaie de comprendre comment on en est arrivé à une telle situation. On est toujours avec Daniel Haïk qui est avec nous ce soir, analyste politique sur I24 News. Je salue le professeur Simcha Emstein. Bonsoir, vous êtes historien à l'université hébraïque de Jérusalem. Et puis Zvi Mazel, bonsoir. Ancien ambassadeur d'Israël dans l'Égypte. Vous êtes chercheur au Centre des affaires publiques de Jérusalem. Alors il y a un mot qui est revenu beaucoup dans la bouche aujourd'hui, notamment de politiciens israéliens qui ont réagi à cette tragédie, c'est celui d'incitation. Benjamin Netanyahu a précisé un petit peu ses propos ce soir. Il a dit certes, Abbas n'encourage pas le terrorisme, mais ses paroles sont de l'incitation à la violence. Professeur Epstein, est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a incitation chez Mahmoud Abbas? Il y a incitation, absolument. Il y a incitation à la violence. Il n'y a pas préparation, il n'y a pas planification de la violence. Il y a incitation à la violence. Mais le problème de l'incitation, si on veut l'aborder dans sa totalité, doit porter sur tous les facteurs d'incitation, y compris sur les facteurs du côté israélien et non pas simplement sur les facteurs du côté palestinien, voyez-vous. C'est votre avis aussi, Zumazel? Il y a de l'incitation des deux côtés? Non, il y a une très grande différence, il faut comprendre cela. Quand M. Mahmoud Abbas dit que les Juifs souillent l'esplanade du temple, c'est extrêmement grave, n'est-ce pas? Et quand moi je suis dans la recherche des pays arabes depuis 20 ans, et je lis tous les jours la presse arabe, la presse palestinienne, et je vois la télévision arabe, et je vois qu'ils disent n'importe quelle bêtise sur Israël et qu'ils incitent les gens à tuer sans arrêt, n'est-ce pas? Alors il n'y a pas de problème, il y a une incitation à la tuerie et il y a une volonté de ne pas faire la paix, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème sur le plan public. Peut-être sous la table, Mahmoud Abbas dit à Netanyahu, bon, c'est pas aussi grave, mais c'est grave parce que les Palestiniens et les mondes arabes écoutent ce que Mahmoud Abbas dit à haute voix. Et en plus, bien entendu, il y a le Hamas et aussi les mouvements islamiques du nord d'Israël. Ils sont responsables de tout cela. Et il y a le Fatah, donc de Mahmoud Abbas, il y a le mouvement islamique du nord d'Israël, et il y a le Hamas. Ils sont absolument responsables de tout ce qui se passe ici. Maintenant, en ce qui concerne Israël. Écoutez, il y a ici des gens qu'on appelle extrémistes. Pourquoi on n'appelle jamais les Arabes extrémistes? Je ne sais pas, demandez les médias internationaux. Mais chez nous, il y a des gens qui disent « Nous avons le droit d'aller sur l'esplanade du temple ». Au moins, on a le droit de vouloir aller là-bas. Le gouvernement d'Israël dit on ne changera pas le statu quo. Il répète, il le dit, et pourtant, il y a des tueries et des attaques palestiniennes contre nous. Donc, c'est l'incitation arabe qui domine. Les Juifs ont le droit, quoi que vous disiez, au moins de vouloir. Vous ne pouvez pas boucher notre pensée ou arrêter notre pensée. Nous voulons y aller. C'est vrai que maintenant on ne peut pas, puisqu'il y a le statu quo, on comprend très bien. Mais on ne peut pas arrêter les gens. Non, ne dites même pas ça, puisque les Arabes n'aiment pas ça. Donc il y a ici un problème extrêmement grave qu'il faut le dire à haute voix. Alors Daniel, on a vu aujourd'hui effectivement que
plusieurs politiques de premier plan, à Yair Lapid sur notre antenne ou Benyamin Netanyahou, ont pointé du doigt Mahmoud Abbas. Ce n'est pas le cas des services de sécurité intérieure du Shin Bet. Oui, alors là, il y a une nouvelle polémique. Il n'y en avait pas assez peut-être apparemment, mais il y a une polémique aujourd'hui entre le Premier ministre et le chef du Shin Bet. Le chef du Shin Bet affirme que Mahmoud Abbas apaise sa population, n'incite pas à plus de violence du côté palestinien, alors que Benyamin Netanyahou donc pointé un doigt accusateur en direction de Mahmoud Abbas. Je crois que quelque part, il faut que le message que fait passer Mahmoud Abbas doit être clair. Or, jusqu'à présent, au cours des dernières semaines, Mahmoud Abbas a utilisé un double langage. D'un côté, il envoie des lettres de condoléances à la famille des victimes, à la famille des terroristes qui sont responsables des attentats contre les voitures béliers. De notre côté, il condamne aujourd'hui l'attentat. C'est difficile de suivre ce qu'il veut, mais il est clair qu'il y a un véritable terroir favorable au terrorisme dans l'autorité palestinienne, et que si Mahmoud Abbas continue à jouer à ce jeu, c'est un jeu dangereux, eh bien il est en train d'embraser la région. S'il n'appelle pas au calme de manière claire et sans équivoque, eh bien il va y avoir un embrasement de cette région. Je parlais du terroir, il est clair, il y a un sondage qui est paru cet après-midi, réalisé par le Qatar, auprès de l'ensemble des pays arabes, qui a affirmé que la population arabe qui se sent la plus proche de Daesh, de l'État islamique, eh bien c'est la population palestinienne. Un Palestinien sur 4 se sent proche idéologiquement, on va dire, de Daesh. Cela veut dire que dans la population palestinienne, dans l'autorité palestinienne, bien que cette autorité palestinienne soit autonome et aujourd'hui contrôle tous les services de santé, les services d'éducation, eh bien le message qui est diffusé dans l'éducation nationale palestinienne, eh bien c'est un message de haine, un message qui n'inclut pas l'existence de l'État d'Israël. On ne parle pas de deux États pour deux peuples dans l'éducation, dans les manuels scolaires palestiniens. On parle d'un seul État palestinien de la Méditerranée au Jourdain. Et donc, quelque part, si cela continue, si on n'apprend pas à la population, à ces jeunes qui sont ceux qui jettent les pierres, jettent les bouteilles incendiaires et tirent ces feux d'artifice, si on ne leur apprend pas qu'il y a à côté d'un futur État palestinien un État juif qui est un État juif, qui se revendique comme État juif, eh bien alors, effectivement, on ira vers un embrasement de la région. Il y a là quelque chose d'absolument aberrant dans l'attitude de notre droite et de notre extrême droite. Notre droite et notre extrême droite considèrent qu'on ne peut pas faire la paix avec les Arabes, ce qui est peut-être exact, ou avec les Palestiniens, disons dans la génération qui vient, c'est peut-être exact. Mais dans ce cas-là, il faut avoir une attitude rationnelle et logique qui consiste à maintenir le calme de toutes les manières, c'est-à-dire à ne pas chercher des provocations, y compris les provocations les plus dangereuses. Tout ce qui touche au temple et au mont du temple représente une provocation, pas simplement pour les Palestiniens, mais aussi pour les Jordaniens et les Égyptiens, et aussi pour tous les musulmans dans le monde. Et c'est précisément là, et là je ne suis pas du tout d'accord avec toi, ce n'est pas une petite minorité, ce sont des gens très importants dans un parti politique qui fait partie de la coalition, c'est une bonne partie des députés du Likoud, pas la totalité du Likoud. Le Likoud a cessé d'être un parti de droite libérale, il est devenu de plus en plus un parti d'extrême droite avec des tendances au fanatisme, y compris au fanatisme religieux, ce qui est une aberration du point de vue historique, mais c'est pas le sujet dont nous parlons. Et donc, on ne peut pas analyser la situation de ce qui se passe à Jérusalem sans tenir compte du fait que nous avons nos pyromanes à nous. Et nos pyromanes prennent l'air innocent, ils veulent simplement prier, C'est une aberration. Attends, je voudrais terminer. Je veux ajouter un deuxième point concernant les quartiers de Jérusalem, Issaoui et Djebel Moukabar. Nous les avons annexés, ils ne sont pas contents. C'est déjà la troisième génération qui n'est pas contente. Nous sommes très fiers de les avoir libérés, on les a libérés de rien du tout. Du point de vue municipal, ils souffrent de discrimination municipale. Il n'y a qu'à se promener là-bas pour voir que notre municipalité, d'ailleurs ce n'est pas simplement le maire d'aujourd'hui, ce sont les maires d'avant, que notre municipalité n'investit pas là-bas ce qu'elle investit du côté juif. Et en plus, pour couronner le tout, on dit c'est pas simplement que vous aurez un quartier de moins haut niveau que nos quartiers à nous, mais en plus on va vous créer dedans des maisons juives. À Djebel Moukabar, précisément, il y a un petit groupe d'illuminés qui décident de créer, ils veulent simplement habiter là-bas. Ils veulent pas du tout faire du mal à personne, ils veulent simplement habiter là-bas. Ce sont des fanatiques, ce sont des structures d'extrême droite
à fondement pour la plupart raciste, pas toutes racistes, pour beaucoup à fondement raciste, qui simplement veulent le faire. Et donc nous avons notre part de responsabilité, nous je veux dire le gouvernement israélien et aussi la société. Donc Jérusalem unifiée est un mythe, c'est ça que vous dites? Jérusalem unifiée est un mythe tant que premièrement ce ne sera pas fondé sur une égalité absolue au niveau des services municipaux, ça c'est évident, et tant que ce n'est pas fondé aussi sur le fait que à l'avenir, il n'y a pas de solution qui soit une solution durable sans que les populations concernées se sentent véritablement représentées. Alors, Jérusalem est un mythe, réunifié est un mythe. Je ne peux pas partager cela, même en tant qu'habitant de Jérusalem. C'est-à-dire, nous vivons ici, Simi, nous vivons ici avec la population arabe de Jérusalem. Cette population arabe de Jérusalem, elle peut circuler tout à fait librement dans toutes les parties de la capitale. Elle a les mêmes avantages sociaux que l'ensemble de la population israélienne à Jérusalem et ailleurs. Il y a une réalité. Cette réalité, nous la vivons tous les jours. Et effectivement, comme on le disait tout à l'heure, ce terroriste palestinien qui est rentré dans cette synagogue venait travailler dans un quartier juif de Jérusalem, de la partie ouest de Jérusalem. Donc les Israéliens juifs et arabes vivent ensemble. Il y a une coexistence, même si on a le sentiment que les quartiers sont séparés, il y a une coexistence. Et lorsque l'on parle de statu quo et de pyromane, je dirais que statu quo, il faut qu'il soit respecté par tout le monde, par les juifs certes, mais aussi par les arabes, par les musulmans. Et lorsque l'on parle du statu quo, eh bien, il faut historiquement revenir sur les faits. Au cours des 20-30 dernières années, il n'a pas été respecté, il a été bafoué, il a été violé à de multiples reprises par les Palestiniens, par le mouvement islamiste israélien, par ceux qui ont creusé la mosquée sur les écuries du roi Salomon, par ceux qui ont provoqué un véritable pogrom archéologique dans le mont du Temple en détruisant des vestiges qui étaient d'une valeur inestimable. Tout cela, on est passé dessus sans rien dire. Et lorsqu'il y a quelques Israéliens, y compris certains qui ont peut-être une volonté politique de se faire mousser, mais qui montent sur le mont du Temple, tout simplement avec la volonté de demander à prier sur cet endroit, sans modifier le statu quo, ou même se promener, eh bien, ce sont eux qui sont considérés comme pyromanes. Je voudrais quand même ajouter deux choses. Je suis tout à fait d'accord avec monsieur, il n'y a pas de problème, parce que je suis très fatigué de voir Israël attaquer tout le temps, Israël est accusé de tout. Bon, mais je voudrais dire que l'année dernière, il y a 2 ans, l'Institut de Washington sur le Moyen-Orient a fait une étude d'opinion publique chez les Arabes qui habitent à l'est de la capitale et leur a demandé est-ce qu'ils sont contents de vivre ici ou bien ils voudraient aller vivre dans un État palestinien. 75% des Arabes, n'est-ce pas, ont répondu nous voulons vivre ici, nous aimons vivre à Jérusalem, c'est très très bien pour nous. Ça, c'est une chose. Maintenant, alors, autre chose, quand on parle de statu quo sur les monts du Temple, il faut comprendre quelque chose. Et d'après les accords qui ont été faits à ce moment-là par Dayan, n'est-ce pas, et les Juifs et les autres, les non-musulmans, avaient le droit, c'était ça le fondement de tout, de venir visiter quand ils voulaient, n'est-ce pas? C'est vrai, et seulement par la porte des Maghreb, par la porte, on appelle ça en français, la porte des Maghrébins, on appelle ça, absolument pas. Mais lentement, l'incitation du Hamas, et surtout les mouvements islamiques du Nord, qui est un mouvement des frères musulmans, il faut le savoir, ce sont des frères musulmans. Raed Salah est un anti-juif. Ce sont des frères musulmans, le même passé. Par l'incitation permanente, ils ont désintégré progressivement les status quo. En fait, les status quo n'existent plus parce que les Arabes nous empêchent les Juifs de venir et ils jettent des pierres, ils font des histoires à la police et justement pour mettre Israël dans l'embarras face à l'opinion publique mondiale. Alors, il faut connaître les faits tout d'abord avant de parler. Et il n'y a pas de doute que les Arabes essayent avec toute leur force, n'est-ce pas, de mettre Israël dans les coins, de l'isoler. C'est ça le problème. Mais le statu quo qui a été signé, qui a été fait, qui a été préparé, a été complètement désintégré, n'existe plus. Seulement, M. Netanyahou a dit, moi je vais le garder parce que je ne veux pas changer officiellement. Mais encore une fois, je répète, les Juifs ont le droit de vouloir moi, n'est-ce pas? Et puis autre chose, et un fait technique extrêmement important. Écoutez, le mont du Temple, c'est 14
14 hectares et demi. La mosquée d'Al-Aqsa, c'est 600 mètres carrés, n'est-ce pas, au coin sud, là-bas. Pourquoi on ne peut pas venir là-bas? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout devient... Ouais. Alors, qu'ont fait l'arabe? Ils ont appelé tous les esplanades du temple El-Aqsa. Alors que les Européens, les Américains croient que nous pénétrons dans leur mosquée. Non, la mosquée est une toute petite chose au sud. Mais il y a 14 hectares et demi, où on peut tout faire, il n'y a pas de problème. Donc il y a un mensonge permanent qui se répète sans arrêt. Ouais. Et la presse mondiale les croit, c'est extrêmement grave. On ne pourra pas régler ce problème-là ce soir. En tout cas, on n'a pas malheureusement le temps d'ouvrir encore plus ce débat. Merci en tout cas Zvi Mazel, merci professeur Simcha Epstein, merci Daniel Haïk. On se retrouve évidemment en direct de Jérusalem avec nos envoyés spéciaux tout au long de cette édition spéciale. On va retourner maintenant dans le studio à Yafo avec vous, Daniel Goldming. C'est à vous, évidemment, que cela s'adresse maintenant à vous. Merci beaucoup Jean-Charles pour ce décryptage en direct du terrain et de cette ville, donc Jérusalem, qui cristallise toutes les tensions. M'a rejoint sur ce plateau Aria Vidor, bonsoir. Vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en France, vous allez nous livrer dans quelques instants. Pardonnez-moi. Au Conseil de l'Europe. Au Conseil de l'Europe, pardonnez-moi. Ancien ambassadeur. Et dans d'autres pays également. En tout cas, merci infiniment d'être avec nous ce soir. Vous allez nous livrer vos impressions dans quelques instants. Mais avant cela, je voudrais qu'on écoute la réaction de Binyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Il s'est exprimé aux alentours de 19h, heure israélienne, et il pointe du doigt Mahmoud Abbas. Cette fois, Mahmoud Abbas a bien condamné ce massacre, et tant mieux. Je me souviens qu'il avait déjà condamné le meurtre des 3 adolescents, mais ce n'est pas suffisant. Car à la suite de sa condamnation du massacre aujourd'hui, il l'a lié à des actes imaginaires sans fondement qu'Israël aurait commis sur le mont du Temple. Au sein de l'autorité palestinienne, il y a une incitation quotidienne. On ne fait pas seulement de ces meurtriers des héros de la cause palestinienne, il y a une incitation incessante contre l'existence même de l'État d'Israël, contre la sécurité des habitants d'Israël, sans arrêt, dans les écoles, dans les médias, dans les mosquées, partout. Et c'est là la racine du conflit. Alors ces propos que vous venez d'entendre de la part du Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou, eh bien Yair Lapid, son ministre des Finances, s'en est fait l'écho sur notre antenne, une interview exclusive que vous pouvez retrouver à 22h heure israélienne à la fin de cette édition spéciale. En voici tout de suite un extrait. Je ne sais pas si on peut comparer les niveaux. Ce que l'on ne peut pas faire, on ne peut pas inciter de nuit et condamner de jour et recommencer à appeler à la violence de nuit et condamner le jour. Abou Mazen a augmenté les flammes ces dernières semaines. Il a augmenté le feu, il a créé un bouillonnement permanent et il est responsable d'une grande partie de ces problèmes, de ce qu'on a vu ce matin à Jérusalem. Aria Vidor, vous partagez cet avis ? Pas tout à fait, non. Je pense que, au lieu de tenter de culpabiliser Mahmoud Abbas, de le charger de toutes les responsabilités de cette terrible situation, et de l'amalgamer, en fait, aux autres forces qui, elles, sont réellement terroristes au sein de l'opinion palestinienne. Et je veux parler, bien évidemment, du Hamas et du djihad islamique. Au lieu d'essayer, donc, d'amalgamer entre eux, on devrait au contraire tenter de maintenir Mahmoud Abbas en tant que partenaire potentiel. Et on n'en aura pas d'autres, on n'en trouvera pas d'autres, il n'y en a pas de meilleurs. Et je crois qu'à vouloir le rejeter de cette manière, bien sûr, cela répond à des contraintes de politique intérieure, on l'a dit, on l'a répété. Mais je crois que c'est une démarche assez irresponsable. Alors ce rejet de Mahmoud Abbas en tant qu'interlocuteur crédible, il complique encore un peu plus la relance du processus de paix. Maurice Fergan. De toute manière, le processus de paix tel qu'il est à l'heure actuelle n'existe pratiquement plus. Il y a des tentatives, des efforts américains, mais le processus de paix en lui-même est bloqué depuis pas mal de temps. Maintenant, c'est vrai que l'exigence de Benjamin Netanyahou d'avoir un Mahmoud Abbas totalement sioniste et favorable aux positions israéliennes est un peu illusoire.
voir. Je veux dire, on ne négocie pas avec un ami, on négocie avec un ennemi. Il va bien falloir à un moment que les deux hommes se retrouvent en face à face et commencent à parler, même si leurs positions sont divergentes, même si Mahmoud Abbas, c'est vrai, incite de temps en temps, il y a un discours qui ne plaît pas aux Israéliens, il faudra bien s'asseoir avec eux. On s'est assis avec Yasser Arafat, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas discuter avec Mahmoud Abbas. Et le rôle de la communauté internationale dans tout ça, Aria Vidor, on l'a dit, vous avez été diplomate. On les a entendus aujourd'hui, il y a eu ces condamnations de la part de plusieurs pays, mais ces mêmes pays qui se disent prêts à reconnaître unilatéralement un État palestinien. Est-ce qu'il n'y a pas là une responsabilité de la communauté internationale qui devrait également mettre la pression sur le leadership palestinien ? Je ne ferai pas non plus de lien entre le terrorisme et l'intention ou l'acte qui a été passé par un pays, par l'exécutif d'un pays, la Suède, et par la Chambre des communes en Grande-Bretagne, et ce qui est prévu le 28 novembre en France. Pourquoi vouloir faire une relation de causalité entre ces choses-là ? Pas une relation de causalité, peut-être qu'ils ont un rôle également pour apaiser les tensions dans la région. Et vous pensez que si on reporte le débat à l'Assemblée nationale en France, ça va apaiser la situation ? Mettre la pression sur l'autorité palestinienne, ça pourrait apaiser également la situation. Je vous parle en tant que... J'étais ambassadeur dans ma carrière dans 4 pays musulmans et d'autres aussi, où l'OLP, l'État de Palestine, avait une ambassade depuis 1989. Des pays où j'avais un collègue qui était l'ambassadeur de Palestine, un rôle tout à fait fictif pour ce qui nous concerne. Et dans l'un de ces pays même, il était doyen du corps diplomatique, ce qui créait pas mal de difficultés. Et je tiens... Ça ne change strictement rien sur le terrain. Ce n'est pas l'Assemblée nationale française, dans sa décision, qui va imposer quoi que ce soit sur le terrain. La création d'un État palestinien, ce n'est pas ça. C'est l'aspiration des députés à la solution telle que l'entrevoit de la meilleure manière, selon eux. Oui. Pas d'amalgame entre ces choses-là non plus, à mon avis. Alors en tout cas, les condamnations ont été unanimes, celle de la communauté internationale. Et une réaction qui vient tout juste de nous parvenir, c'est celle du ministre irlandais des Affaires étrangères qui condamne avec la plus grande fermeté cet attentat terrible, dit-il, à Jérusalem. Nous sommes toujours en édition spéciale. Vous restez avec nous, on va se retrouver dans une poignée de secondes sur i24 News pour suivre l'évolution de la situation minute par minute à Jérusalem où la tension est encore très vive ce soir. On retrouvera bien sûr dans quelques instants nos envoyés spéciaux qui sont mobilisés sur le terrain à Jérusalem-Est, d'où sont originaires les 2 terroristes à l'origine de cette attaque contre une synagogue. Je vous rappelle le bilan, 4 personnes tuées. À tout à l'heure. De retour sur le plateau d'i24 News, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes toujours en édition spéciale après cet attentat meurtrier qui s'est passé ce matin aux alentours de 7h à l'entrée de Jérusalem. Je vous rappelle le bilan, une attaque contre une synagogue, une attaque à la hache, au couteau et au pistolet. On parle d'au moins 4 tués, de plusieurs blessés, 5 qui sont dans un état critique. La situation est toujours très tendue à Jérusalem. Ce nouvel attentat qui intervient dans un contexte d'embrasement depuis plusieurs semaines après une série d'attaques sanglantes. Rétrospective avec Leslie Rezouk tout de suite. On en parle avec nos invités.
Nous sommes très inquiets de cette décision, notamment au vu de la situation tendue à Jérusalem. Le Premier ministre Netanyahou a réaffirmé l'engagement d'Israël à maintenir le statu quo sur le mont du Temple. Ali Waked, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste du monde arabe. On vient de voir cette frise chronologique. Quel est le fil rouge entre tous ces événements ? Bon, le fil rouge, il est là depuis quelques semaines quand ce conflit a glissé dans le contexte religieux, Daniel. Depuis 2-3 ans, on voit des attaques contre des mosquées, contre des églises, et nul n'a été arrêté pour avoir commis ces attaques. On ne peut pas comparer profaner des mosquées et des églises et quelques graffitis sur les murs de ces mosquées et églises au massacre qui a eu lieu ce matin, mais le contexte religieux a commencé à lever la tête depuis 2 années. Depuis plusieurs mois plus précisément, et là ça risque de faire rentrer tout le conflit dans une nouvelle phase, la phase religieuse, contrairement à la nature idéologique, territoriale, politique ce serait très grave, hein, car Tzipi Livni l'a rappelé ce matin, un conflit religieux, on ne peut pas le résoudre. On peut pas, ou ça va être beaucoup plus difficile à le résoudre, mais ça va rendre beaucoup moins relatif. Le président de l'autorité palestinienne, tout le camp pragmatique séculaire, surtout dans le côté palestinien, et faire de nouveau à la devance de la scène les éléments comme le Hamas et le djihad islamique qui ont félicité, qui ont salué les attaques de ce matin. Ces gens-là sont satisfaits du fait que le conflit, depuis quelques mois, il glisse de plus en plus dans son contexte religieux, pour dire que le conflit israélo-palestinien n'est pas un conflit territorial sur les lignes de 48 ou sur les lignes de 67. C'est un conflit religieux, c'est un conflit éternel qui peut être résolu seulement si arabes, musulmans sont là ou de l'autre côté, les juifs sont là, mais que les deux peuples, les deux religions ne peuvent pas cohabiter ensemble sur ce territoire. Vous êtes d'accord, Avidor, on a glissé aujourd'hui dans un conflit religieux. C'est un tournant, cette attaque ? Non, je ne suis pas d'accord qu'on ait glissé dans le conflit religieux. Non, ça n'a pas toujours été. Ça n'est pas un conflit religieux. Je me suis toujours opposé à l'utilisation de ce terme. Ça ne doit être en aucun cas... Nous sommes les derniers à devoir avoir à brandir l'étendard de la guerre de religion. Et je vois qu'il y a des gens aujourd'hui à la droite ou à l'extrême, à la droite même de l'échiquier politique, qui n'hésitent pas à brandir cet étendard. Ce qui veut dire, comme vous l'avez dit, ça nous met aujourd'hui en conflit, ça nous mettrait aujourd'hui en conflit avec 1,5 milliard de musulmans de par le monde, et pas seulement avec les mouvements palestiniens dont il est question aujourd'hui. C'est d'une extrême gravité. Et il faut raison garder, et garder à ce conflit, à la crise telle qu'elle est aujourd'hui, le caractère réel qui est le sien ou la sienne, c'est-à-dire un conflit nationaliste. Alors, un conflit nationaliste, on va écouter dans quelques instants l'avis de la rue des habitants qui habitent ici à Yafo, la ville de Yafo qui est souvent brandie comme une ville de coexistence. On l'écoutera dans quelques instants, mais avant cela, eh bien, on va retrouver Léa Berdugo qui se trouve à présent à Arnof. C'est là qu'a été perpétrée cette attaque sanglante ce matin. Léa Berdugo, on vous retrouve. Quels sont les derniers éléments de l'enquête ce soir ? Écoutez, les éléments sont semblables à ceux qu'on vous a dit un peu plus tôt. Alors, 2 assaillants seraient entrés au sein de cette synagogue. Ils auraient été munis d'une hache, d'un couteau et d'un pistolet et auraient attaqué les fidèles présents à l'intérieur de cette synagogue. Plusieurs témoins de la scène auxquels nous avons parlé nous ont décrit une scène de panique ici à l'intérieur, mais également à l'extérieur de la synagogue. Certains ont vu la police attendre à l'extérieur de ce lieu de culte, attendre tout
simplement que les assaillants sortent de ce lieu pour les abattre. Alors évidemment, l'atmosphère ici est extrêmement tendue. Les habitants sont ici en état de choc après l'attaque qui s'est déroulée aujourd'hui. De nombreux habitants sont inquiets de l'escalade de la violence et du fait que de nombreuses attaques comme celle-ci puissent se répéter. Un peu plus tôt, on a vu des dizaines d'orthodoxes rassemblés devant l'entrée de cette synagogue derrière moi, appelant à plus de sécurité. Ils s'adressaient directement au gouvernement pour ramener plus de sécurité dans les quartiers religieux. Ils demandaient à ce que les terroristes, ont-ils dit, soient tués. Et donc ces habitants sont inquiets justement de cette escalade, une inquiétude qui va au-delà de ce simple quartier de Har Nof et qui s'étend à d'autres quartiers de Jérusalem, notamment religieux, et également au sein du centre-ville. Les habitants qui sont habitués depuis de nombreuses années à voir de nombreuses attaques au sein de la ville de Jérusalem, ils disent évidemment être inquiets de ce type d'attentats et de ce type d'attaques, mais ils disent vouloir continuer à vivre et ne pas lâcher devant la crainte de nouvelles attaques et devant la terreur. Alors Léa Berdugo, un peu plus tôt, vous étiez dans cette ville de Jaffa et à Tel Aviv. Et là, c'est un écho tout à fait différent de la part des habitants qui se veulent un peu plus optimistes ce soir. Ah oui, c'est une toute autre atmosphère qui nous a été décrite. Alors certains habitants parlent de troisième intifada, mais selon eux, elle est circonscrite à Jérusalem. Ces violences ne vont pas s'étendre à Tel Aviv. Pour eux, c'est une toute autre situation. Jérusalem est synonyme de violence et de tension, mais à Tel Aviv et notamment dans le quartier d'Yafo, c'est la coexistence qui règne. Ce quartier de Jaffa, justement, on vous le rappelle, une ville historique de Tel Aviv, où juifs et musulmans aujourd'hui cohabitent ensemble, et ce n'est absolument pas la panique qui règne au sein de ce quartier. Une atmosphère donc totalement différente de ce que l'on peut voir ici à Jérusalem. Merci beaucoup Léa Berdugo, notre envoyée spéciale en direct donc de Jérusalem. On vous retrouvera tout au long de cette édition pour nous tenir informés des dernières informations. On l'évoquait à l'instant, cette cohabitation à Jaffa entre musulmans et juifs est bien sur place. On espère qu'elle résistera à cette nouvelle vague de violence. Reportage Maëlle Benoliel et Léa Berdugo. À 50 km de Jérusalem, le quartier de Jaffa. Ville historique, emblème de la coexistence entre juifs et musulmans. Quelques heures après l'attaque perpétrée à l'entrée de la ville sainte, la population de Jaffa est sous le choc. Hanan Echter est le directeur de l'école talmudique Shirat Moshe, située en plein cœur d'Adjami, quartier arabe de Jaffa. Appréhende-t-il un même scénario au sein de son école? Pas de réponse, ses seules paroles sont adressées aux victimes. Nous partageons le deuil et la tristesse de tout le peuple d'Israël pour le meurtre de juifs innocents en pleine prière. Pourtant, la crainte de nouvelles attaques est réelle. Selon certains élèves, les forces de sécurité auraient donné des directives. La police a demandé de se préparer à tout cas de figure et de verrouiller les portes pour éviter tout incident. Nous, on n'a pas vraiment peur. Les Arabes ici sont plus calmes, ils sont moins radicaux que les Arabes de Jérusalem. À quelques mètres de là se situe l'école coranique Yud-Bet. Mahamid Ouael est enseignant et président du mouvement islamique de Jaffa. Pour lui, Jaffa n'est pas Jérusalem. Jaffa, c'est une ville qui date 4000 ou 5000 ans. Donc la population juive arabe, ils ont étudié, ils ont toujours été ensemble. Mais à Jérusalem, la population palestinienne, elle est seule et les Israéliens, ils sont seuls. Cette opinion est largement partagée au sein de la population musulmane. Non, je ne pense pas que ça arrivera jusqu'à Tel Aviv, non. Ici, on vit ensemble, on n'a jamais vu une telle chose chez nous. Pourquoi ça arriverait jusqu'ici ? Mais ce n'est pas non plus l'optimisme qui règne. Les dangers d'une troisième intifada sont présents dans tous les esprits. Je pense que oui, c'est une troisième intifada qui commence. Oui, avec ce qu'ils font à Jérusalem, à Al-Aqsa, oui, bien sûr, ça a commencé. Jaffa, îlot de cohabitation, où l'on craint malgré tout pour l'avenir des relations entre juifs et musulmans. Vous êtes inquiet vous-même, Ali Waked ?
Non, je ne suis pas inquiet, mais ici pour ce qui se passe à Jaffa ou pour ce qui se passe en Israël, mais je suis très inquiet pour le fait que depuis ce matin, depuis ces dernières semaines, le discours, les propos sont sécuritaires et sont des discours sur les sanctions et non pas sur les horizons, surtout sur les horizons politiques, comme s'il y avait des mesures qui n'ont pas encore été prises pour sanctionner des Palestiniens qui ont commis ce genre d'attaque. Depuis 1967, des milliers de Palestiniens ont été emprisonnés, des centaines et des milliers de maisons ont été démolies, des centaines de Palestiniens ont été exilés. Donc toutes les sanctions possibles, des citoyennetés ont été... Elles ne sont pas dissuasives, ces sanctions, selon vous? Elles ne sont pas dissuasives. On a vu qu'ils ne sont pas dissuasifs parce que ces vagues de violence, on le voit de temps en temps, ce qui fait de la peine, c'est que la distance entre une vague et une autre devient de plus en plus petite. Mais une petite remarque très importante, Daniel. Durant les gouvernements d'Olmert et ceux qui ont précédé Olmert, Israël permettait à l'autorité palestinienne d'opérer d'une façon discrète, sans uniforme, dans les quartiers palestiniens de Jérusalem. Cette intervention pouvait être à base d'éviter des crimes, mais aussi ça permettait à l'autorité palestinienne, les services de sécurité de l'autorité palestinienne, de collecter l'information et de les partager avec le côté israélien si jamais il y avait ce genre d'attaque préparée par des Palestiniens ou des cellules qui ont été démantelées. Et ce n'est pas un hasard qu'aujourd'hui, la Cisjordanie est calme, la bande de Gaza est relativement calme, et la flamme et surtout la violence, on la voit à Jérusalem, où l'autorité palestinienne n'est pas permise d'avoir aucun rôle sécuritaire sur Jérusalem. Et la deuxième question, on a entendu Naftali Bennett, on a entendu le Premier ministre, les propos d'un horizon politique étaient totalement absents dans leur discours. Si les forces de sécurité palestiniennes n'ont pas de prise aujourd'hui à Jérusalem, c'est parce que pour le gouvernement israélien, il n'est pas question de négocier sur le statut de Jérusalem, qui reste en tout cas uni et indivisible selon les responsables gouvernementaux actuels. Bien entendu, il y a le mythe d'une Jérusalem unifiée, réunifiée depuis 1967, mais de fait, dans la partie arabe de la ville, il y a l'autorité de l'État n'est pas présente. Elle n'est pas présente en termes de services rendus, elle n'est pas présente en termes... Les seuls représentants de l'État que les habitants de Jabal Moukaber ou autres rencontrent, ce sont soit les policiers, soit les gardes frontières ou Tsahal. Rien d'autre. Le gouvernement israélien n'a même plus... ne tente même plus d'avoir autorité sur les programmes scolaires qui sont enseignés dans les écoles de Jérusalem-Est. Et alors tout cela, évidemment, il y a le slogan. Le slogan, c'est Jérusalem réunifiée, mais il y a à côté de cela, il y a la réalité. Et la réalité, malheureusement, ce n'est pas du tout la même chose. Et elle pourrait se traduire en accord politique, selon vous, cette réalité ? Je ne vois pas, moi non plus, je ne vois pas le moindre espoir d'un accord politique à l'horizon. Aujourd'hui, ce qu'on a préconisé, là, ce sont des mesurettes, des demi-mesures de sécurité que nous savons d'ores et déjà qu'elles n'atteindront aucun résultat. On va, soit le code mandataire britannique, l'article précis là, qui nous permet de détruire les maisons des terroristes doit être appliqué. Mais d'ici demain, le Hamas, qui est la deuxième plus riche organisation terroriste au monde, vous pensez qu'elle va immédiatement sauter sur l'occasion pour faire un don de 50 000 ou 100 000 dollars aux propriétaires de ces maisons pour le reconstruire encore plus grande et encore plus large qu'avant. On n'aura rien fait. On n'aura rien fait. Aujourd'hui, on a ce problème sur les mains. Jabal Moukaber, c'est un village. C'est un village qui... Il y a 7 attaques qui ont été perpétrées au cours de la dernière décennie depuis ce village. Il faut se poser la question peut-être. Pourquoi justement ? Pourquoi justement ? C'est un village dont avec lequel j'ai vécu en voisinage pendant des années dans un quartier de Jérusalem, où les relations à l'époque étaient bonnes. Mais c'est un village qui est devenu extrémiste. Et pourquoi avait-on besoin d'abord de l'annexer au territoire municipal de Jérusalem ? Est-ce que c'est terre sainte, terre
qu'y a-t-il à Jabal Moukaber? Daniel, trois remarques, s'il vous plaît. Saviez-vous que quand il y a, pour concrétiser ces propos, saviez-vous que quand il y a un litige entre deux voisins de Jabal al-Moukaber ou d'Aram ou de Essaouieh, quartiers qui sont sous l'égide, sous l'autorité de la municipalité de Jérusalem, ce litige, il est examiné devant la cour palestinienne. Saviez-vous que moi, je peux porter plainte dans une station de police palestinienne à Ramallah ou à Jéricho contre un Palestinien pour un litige quelconque? Ça, c'est un. Deux, les Palestiniens en Cisjordanie et au bande de Gaza ont été très frustrés du taux de participation des Palestiniens de Jérusalem dans la première et dans la deuxième intifada. Les Palestiniens de Jérusalem ont été relativement calmes, trop calmes pour les Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza à la première et à la deuxième intifada. Mais il y a un processus, il y a un vide, et le vide, il est toujours rempli. Les 4 représentants de Jérusalem dans le Conseil législatif palestinien sont tous de Hamas. Le Fatah a perdu les élections à Jérusalem pour les membres du Hamas. Donc Israël n'a pas su utiliser le fait que les Palestiniens de Jérusalem veulent garder une vie calme, loin des conflits qu'on a vus à la bande de Gaza et qu'on a vus en Cisjordanie. Mais si on compare les investissements israéliens dans les quartiers juifs, on parle avec ceux qui étaient investis dans les quartiers palestiniens, Israël, on peut dire, a poussé les Palestiniens dans la direction, les citoyens de Jérusalem arabe, dans la direction des Palestiniens. Et quand dans vos journaux, vous parlez d'une nouvelle décision israélienne de construire encore quelques dizaines de bâtiments dans les quartiers Est. C'est un titre, c'est un headline ici, mais pour les Palestiniens de Jérusalem, c'est une réalité, c'est un changement dans la réalité. Le fameux status quo, c'est une fiction. Il n'y a pas de status quo à Jérusalem. Il y a toujours une évolution. Et ce qu'on a vu... Et là, vous entendez, le conflit, il est territorial, il n'est pas religieux. Mais le fait que, par exemple, des ministres israéliens participent dans des conférences pour changer le status quo sur le mont du Temple, sur l'esplanade des mosquées, quand les Palestiniens voient des membres de la Knesset, des ministres appeler le gouvernement israélien à changer le status quo, quand les Jordaniens sont concernés et appellent leur ambassadeur et appellent le Premier ministre pour garder ce status quo, parce que Jérusalem et surtout l'esplanade des mosquées, les lieux saints, le mont du Temple... Des deux côtés, Marwan Barghouti qui depuis sa cellule appelle à la résistance armée, Mahmoud Abbas également qui a envoyé cette lettre à l'un des auteurs... Non, moi je parle de l'aspect religieux. Moi je parle de l'aspect religieux qui commence à prendre contrôle sur le conflit, commence à être majeur dans ce conflit. C'est une chose que l'autorité palestinienne ne le veut pas et le Hamas rêve du moment où ce conflit... C'est peut-être lui le grand gagnant de ce cycle de violence. On va en reparler dans quelques instants parce qu'on va prendre tout de suite la direction de Jérusalem-Est. C'est là que l'on retrouve notre envoyé spécial Maxime Perez. Jérusalem-Est, dont sont originaires les 2 terroristes qui ont perpétré l'attaque ce matin. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez? Quelles mesures de sécurité ont annoncé les autorités israéliennes, Maxime? Eh bien, pour ce qui est de la situation ici à l'entrée de Jabal al-Moukaber, toujours d'importantes forces de police stationnées aux abords de ce quartier est de Jérusalem et puis à l'intérieur de Jabal al-Moukaber, notamment à côté de la résidence familiale de la famille Abou Jamal, de ces 2 Palestiniens qui ont perpétré l'attentat de ce matin à Jérusalem. Une forte activité policière, des affrontements toujours avec des jeunes lanceurs de pierres. Et à plusieurs reprises, nous avons vu tout à l'heure des tracteurs intervenir pour dégager les blocs de béton et permettre aux forces de police de s'extraire de l'intérieur du quartier. Avec eux, des Palestiniens arrêtés au cours de ces affrontements et notamment ces forces spéciales de la police, les Mistaravim, des agents spéciaux déguisés en arabe, en palestinien pour mieux se faufiler parmi les émeutiers. Donc ce jeu du chat et de la souris se poursuit entre forces de l'ordre israéliennes et palestiniens sur le terrain et évidemment cela sur fond de renforcement des mesures de sécurité dans l'ensemble des quartiers est de Jérusalem, puisque la police a été placée depuis ce matin après l'attentat en état d'alerte renforcé, qu'elle maintient ce dispositif exceptionnel qui avait été mis en place dès la première attaque au tramway à Jérusalem. Ce dispositif qui implique le déploiement de milliers
d'agents de sécurité sur le terrain, de patrouille. Et évidemment, un dispositif élargi également à la Cisjordanie et aux implantations juives qui, elles aussi, ce soir, sont placées en état d'alerte. Merci beaucoup Maxime Pérez pour ce tout dernier point direct du terrain de Jérusalem-Est où la situation est donc tendue ce soir. Comment est-ce qu'on peut envisager les jours, les mois à venir selon vous, Aria Vidor ? D'une manière générale, je dirais que rien dans les développements de la situation, et pas seulement d'aujourd'hui, mais de ces dernières semaines ou de ces derniers mois ne m'incite à l'optimisme. Rien. Et ce qu'il faudra, et en fin de compte, c'est un horizon politique pour laisser l'espoir aux uns comme aux autres d'une solution à cette situation qui, à ce stade, et plus elle deviendra, encore une fois, teintée de religiosité, plus elle sera insoluble. Et ça passe par quoi, cet horizon politique ? Par un changement du leadership israélien ? On parle d'élections anticipées. Écoutez, là non plus, je ne peux pas être très optimiste non plus. Je ne suis pas aveugle. Les forces politiques en présence à l'intérieur d'Israël, elles sont plus qu'évidentes. Je pense que des élections prochaines mettront au pouvoir peut-être un gouvernement encore moins apte à vouloir promouvoir le processus de paix que le gouvernement présent. C'est pour ça que je vous dis, d'une manière générale, je vois l'horizon très bouché. Hélas. Oui. On va écouter tout de suite l'avis du ministre des Finances, Yair Lapid, car on l'a interrogé sur cette question du processus de paix. Une interview exclusive que vous retrouverez dans son intégralité dans quelques minutes sur notre antenne. En voici tout de suite un extrait. Yair Lapid, interrogé par Jean-Charles Banoun. Chaque partie du conflit israélo-palestinien, sous toutes ses formes, contient beaucoup de nuances. Mais nous devons trouver d'autres solutions. Nous devons trouver une solution régionale. Nous devons trouver une solution avec la Ligue arabe, les pays arabes modérés. Il y a aujourd'hui, on peut dire, une coalition de la peur qui est préoccupée et inquiète de l'EIL, du Hamas, du djihad islamique, d'Al-Qaïda, du fait que prennent le contrôle sur nos vies des personnes qui décapitent en Irak et qui assassinent à la hache à Jérusalem. Et nous devons unir les forces modérées pour agir vers un processus de paix qui aura pour objectif de séparer les Israéliens des Palestiniens en fin de compte. Mais une telle journée, je ne pense pas qu'elle puisse être une journée où on ait envie de parler de paix. Mais je pense qu'il faut que les Israéliens se séparent des Palestiniens enfin. Voilà donc pour cet extrait d'interview exclusive de Yair Lapid que vous pouvez retrouver dans son intégralité dans quelques minutes juste après cette édition spéciale. Ali Wakad, je voudrais vous faire réagir à ce que disait à l'instant Yair Lapid. Il appelait peut-être à intégrer les pays arabes modérés dans le processus de paix. Est-ce qu'elle est là la solution selon vous ? Vous savez, Daniel, il y a 2 mois à peine, notre Premier ministre a parlé d'une opportunité particulière, le fait de pouvoir avoir une coalition, une alliance stratégique entre Israël et les pays arabes modérés face à l'État islamique et face aux menaces iraniennes. Et du coup, on a vu Jérusalem au centre. Hier, ces pays arabes modérés se sont réunis pour avoir une position unie face au dossier iranien qui va être discuté le 24, peut-être avec un compromis qui ira à l'encontre de l'intérêt israélien, à l'encontre de l'intérêt d'Israël et des pays arabes pragmatiques. Je ne vois pas, quand le contexte du conflit il est contrôlé par Jérusalem, je ne vois qui des États arabes osera aller main à main avec Israël dans divers dossiers. Alors, elle est où la solution selon vous ? La solution, c'est clair. C'est un appel de 2 directions palestiniennes et israéliennes pour la reprise du processus de paix, mais un processus de paix avec un calendrier très clair, avec une vision très claire qui, le Premier ministre doit reprendre son discours de Bar Ilan, dire la solution va être basée sur 2 États pour les 2 peuples. Le problème, c'est que cette solution de 2 États n'est plus viable quand on balade dans les territoires en Cisjordanie. On voit de plus en plus d'obstacles, de nouveaux projets d'habitation, encore de murs, encore d'implantation, et de l'autre côté, une escalade palestinienne vers les éléments religieux qui ne croient pas dans la solution de 2 États. Est-ce qu'Israël est sérieusement engagé à cette solution de 2 États pour 2 peuples aujourd'hui, Ariel ? Non, je ne pense pas que la solution, le principe de la solution de 2 États soit encore aujourd'hui à l'ordre du jour, autre que pour les effets de manche à l'extérieur.
soit encore aujourd'hui à l'ordre du jour de ce gouvernement. Ce gouvernement, il prépare les prochaines élections. Les élections, il y a un virement à droite ou même à l'extrême droite de la part de tous les partis de la coalition, sauf deux, ceux du centre. Et je pense que rien dans les élections à venir, si elles viennent, ou dans la situation, si ce gouvernement réussit à survivre, rien n'encouragera la reprise, n'encouragera malheureusement la reprise de négociations. Et il y a d'autre part, et du côté palestinien également, vous savez, les extrêmes s'encouragent les uns les autres. Et je crois qu'il y en a, oui, du côté... Moi, je suis israélien, et ce qui m'intéresse, c'est la partie israélienne. Et du côté israélien, je suis totalement inquiet de voir de plus en plus d'éléments brandir, comme je l'ai dit, de notre propre initiative, l'étendard de la guerre de religion. Merci beaucoup Ali Waken, merci Arya Vidor d'avoir participé à cette édition spéciale. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Dans une poignée de secondes, vous retrouvez donc cette interview exclusive de Yair Lapid, le ministre israélien des Finances, une interview qui a été réalisée ce matin avec Jean-Charles Banoun, qui était donc avec nous ce soir en direct de Jérusalem pour un décryptage au cœur du terrain. On continue bien sûr à suivre la situation de très près, minute par minute. C'est sur i24 News, restez avec nous.